Tu gardes cette identité, je suis pauvre et je veux en sortir. Toute ta vie, tu travailleras sur sortir de la pauvreté. Dans la vie, de toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde. Ouais. Et d'ailleurs, les personnes qui ont le plus de succès dans la vie sont les personnes qui ont le plus de personnes qui ne les aiment pas au final. Elon Musk, il n'aura jamais de soucis. Et d'ailleurs, c'est le gars le plus détesté sur Terre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens cartésiens, logiques, qui ne croient pas en l'invisible, qui pensent qu'ils n'arrivent pas à scaler parce qu'ils n'ont pas les bonnes connaissances. Souvent, on n'arrive pas à scaler parce que là-dedans, c'est pas scalable. J'ai fait des séances de différentes thérapies qui m'ont permis de gagner plus d'argent. Si tu te mets pas en avant, il y a des gens qui vont le faire à ta place, ils prendront ta place. Avec l'IA, tu peux avoir des belles photos. Voyager, c'est beaucoup plus accessible. Tout ça, c'est devenu banal. Par contre, les gens qui font du simple, du moche, des trucs où on voit qu'il y a un humain derrière, en fait, c'est eux qui se démarquent maintenant. Ceux qui reviennent à l'authenticité extrême, demain, ceux qui vont gagner, c'est les gars. Tu vois lui là ? Lui, c'est Léo Garé. C'est le mec qui a tellement craqué LinkedIn que des mecs comme Yobi Denzel ou encore Alec Henry vont lui demander conseil, voire même leur confier leur compte. Pourtant, c'était pas gagné. C'était pas gagné parce qu'à l'école, c'est le mec à qui on disait « Bon, écoute, t'es gentil Léo, mais t'es pas très malin, on va te mettre dans un coin et surtout fais pas trop de bruit, tu vois ?» Et lui, il se dit « Mais moi, je veux construire un empire, je veux gagner de la thune et tout ça, comment je peux faire ?» Le mec, il comprend qu'il a besoin de développer des compétences amonnayées par le temps et il se dit qu'il va faire ingénieur. Mais pas n'importe où, à Epitech. Epitech, c'est 50 000 €. Et là, il se dit, bon, McDo, ça va prendre un petit peu de temps, cette affaire. Et surtout, en parallèle de mes études, ça va être galère. Donc, comment est-ce que je peux faire ? Il avait commencé à coder des sites internet depuis qu'il était au lycée. Il se dit, je vais vendre du site internet. Le mec, en 6 mois, et on va voir dans la vidéo comment est-ce qu'il a réussi à faire ça, il rembourse l'intégralité de son prêt en parallèle de ses études. Juste incroyable. Mais le truc, c'est que ça s'arrête pas là. Oui, d'accord, c'est déjà une success story qui est pas mal. Mais le mec, il se dit, moi, je veux bâtir un empire. Un empire, c'est quoi pour lui ? 100 millions € à l'année. Et là, aujourd'hui, on est en 2026, et le mec, il a réussi à faire un peu plus d'un demi-million de chiffre d'affaires, et il sait qu'en 2026, il va faire son million de chiffre d'affaires, mais que par contre, c'est pas dans les compétences que ça va se jouer, c'est uniquement là-dedans, et dans sa capacité à croire qu'il peut les faire. Comment est-ce qu'il en est arrivé là ? Tout simplement parce qu'il a fait un son énergétique qui lui a permis de doubler son chiffre d'affaires. Si tu veux en savoir plus, ça se passe dans cette vidéo, accroche-toi, parce que t'es pas prêt à ce que tu vas entendre. En fait, mon studio, pour travailler, c'était une caravane dans un champ. Incroyable. Parce que vu que chez moi, chez mes parents, j'avais mes frères, mes sœurs qui faisaient beaucoup de bruit, pour travailler, j'avais demandé à mes parents, mon beau-père travaille dans un garage, dans un garage dans lequel je faisais mon stage justement, il y avait une caravane abandonnée, et on l'avait prise, et puis j'avais un petit peu rénové rapidement, et du coup mon bureau était dans ça. Et t'avais assez chaud ? Ah non, il faisait froid, mais tu sais, j'avais un petit réchaud de salle de bain là qui souffle là. Ok. Donc qui prend feu au bout de 10 minutes où il est allumé. Donc j'avais ça, mais j'ai tourné ma première formation dans une caravane. Trop bien. Mais t'avais quel âge ? 14 ans. Oh putain, c'est fou ça. En fait, je me suis intéressé vraiment à... Honnêtement, je me suis intéressé par juste pour l'argent de base. C'est vraiment, je voulais gagner de l'argent. Je m'y suis intéressé vraiment, j'avais 13 ans. Je me suis dit, il faut faire un truc. Enfin, je peux pas avoir cette vie où je vais aller travailler. Ça me plaisait pas. En fait, jamais j'ai été intéressé par ça. Ok. Et du coup, très tôt, je sais pas pourquoi j'ai eu un déclic. Et je sais même plus, je pourrais même pas expliquer dans mon storytelling, tu vois, qu'est-ce qui m'a fait ce déclic. Mais voilà, j'ai vu des gens qui gagnaient de l'argent sur YouTube et tout. Et j'ai suivi, ça a conditionné mon cerveau et tout. Moi, quand j'étais petit, à mes 6 ans, je pense que c'était mon anniversaire de mes 6 ans et le Noël de mes 6 ans. C'était quoi le cadeau que ma mère m'offrait ? C'était des enveloppes et du scotch parce que je jouais au chef d'entreprise. Je faisais genre de faire des fausses factures, je mettais dans des enveloppes et tout, et en fait ma mère elle m'offrait ça, des post-it et tout. Et à côté, je me rappelle, t'avais quelques personnes de ma famille, même si c'était très restreint. Vraiment, moi, ma famille c'est ma mère, mon beau-père, mes frères et sœurs. J'ai pas genre cousins, oncles, tout ça, ça existe pas. Grands-parents, ça existe pas du tout. Mais je me rappelle, les autres, ils m'offraient genre... T'as connu les Action Man ? Oui, bien sûr. Donc des trucs de malade que les gosses kiffaient. Et non, moi, j'allais directement sur l'enveloppe et le scotch. Incroyable. Le mec était prédestiné, quoi. Mais en fait, j'ai toujours kiffé. Et je me rappelle, je me suis toujours posé des questions existentielles, genre comment la vie s'est créée, comment l'eau est créée, même je me rappelle, genre très tôt. Et tout le temps, j'étais très curieux. Genre, je me rappelle aussi, vers mes
8 ans. Non, là, je dis n'importe quoi. Vers mes 13 ans. Ouais. Vers mes 13 ans, ce que je faisais, c'est qu'avec mon beau-père, on allait à la déchetterie. Et dès que je voyais un ordinateur abandonné, une PlayStation, tu vois, des trucs comme ça, j'ai récupéré, j'ai démonté et je me faisais des trucs. J'étais passionné par l'électronique. Waouh. Et en fait, et d'ailleurs, j'ai une anecdote. Ouais. C'est qu'un jour, mes parents avaient loué un film. Tu sais, avant, ça se faisait beaucoup. Tu louais un film pour 24 heures à 2,99 € sur Orange, là. Oui. Et ils avaient loué un film qu'ils regardaient en famille. Et moi, comme d'habitude, j'étais seul dans ma chambre. Je passais ma vie seul dans ma chambre. Et là, à un moment, ils entendent une explosion. Boum! Ça explose. Tout coupe dans la maison. Et là, première chose que j'entends, c'est qu'est-ce qu'il a fait encore? Ils avaient l'habitude. Ouais. Et ils sont venus dans la chambre. J'avais littéralement failli perdre ma main. En fait, j'avais démonté 2 PlayStation 1. Je les avais assemblés ensemble pour la rendre plus puissante. Donc, de base, ça marchait, mais à un moment, j'ai branché et j'avais fait un court-circuit sans faire exprès. Et il y a une batterie en lithium qui a pété. Okay. Le lithium est sorti. Il est tombé sur le carrelage à côté de ma main. Le carrelage a fondu. Waouh! Il est tombé à côté de ma main. Et donc, le carrelage, il y avait un trou. Je sais plus si c'était du lithium ou quoi, mais c'était un... Tu sais, les piles, là. C'est un condensateur, non? C'était... Je sais plus. Ouais. C'est trop loin, tu vois. Ouais. Mais c'était... Alors, par contre, tu dis de base, ça marchait. C'est-à-dire que tu as réussi à faire fonctionner les... Ouais, en fait, moi, ce que je me rappelle, je kiffais démonter mes consoles. Mais t'avais suivi un tuto, un truc comme ça, ou... Non, alors je me rappelle, j'imprimais des circuits électriques, tu sais, de Google. Et j'essayais de comprendre comment ça fonctionnait et tout. T'as connu l'Arduino? Non. L'Arduino, c'est vraiment genre... C'est mon enfance. Ok. En fait, c'est une petite carte, un micro-ordinateur. Genre... Ça s'appelle la micro-informatique. Ouais. Que tu peux commander sur AliExpress et tout. Genre les piles, là, les Raspberry? Ouais, voilà. Okay. C'est pareil. En fait, Arduino, c'est une alternative à Raspberry Pi. Et donc, moi, j'achetais ça, je le codais, je faisais des petits trucs et en fait, je faisais des inventions. Tu vois, une fois, j'ai inventé un essuie-glace. J'ai inventé un essuie-glace pour le miroir de ma salle de bain qui détectait quand il y avait de la buée sur le miroir. Et dès qu'il y a de la buée, hop, ça activait l'essuie-glace. Ok. Et ça, je kiffais, tu vois. En fait, faire des trucs comme ça, c'est kiffant. Incroyable. Et j'ai toujours voulu inventer, créer des choses. Ok. Et comment est-ce qu'on en arrive de cet enfant-là qui a besoin de comprendre les systèmes, de faire des trucs à la place aujourd'hui que tu occupes sur le LinkedIn français? Alors, c'est assez simple et pas simple en même temps, dans le sens où quand j'étais au collège, j'étais turbulent. On m'a toujours fait croire que j'étais nul. En fait, c'est juste que je m'intéressais pas du tout aux matières et que, en fait, j'ai beaucoup de facilité. À l'école, vraiment, j'ai des facilités. Quand je veux, ça marche. Mais si je vois qu'il n'y a pas d'intérêt, je l'oublie. C'est vraiment, je l'oublie, j'enlève de mon cerveau. Tu vois, genre culture générale, en histoire, des trucs comme ça me plaisait pas. Par contre, l'informatique et tout, ça me plaisait. Je savais que ça allait m'être utile. Et du coup, j'étais très bon dans ces matières et très nul, comme il le pensait, en tout cas, très nul dans les autres. Et ce qui fait qu'au moment de m'orienter, en troisième, ma conseillère d'orientation, elle dit, tu vois, on était dans un couloir, il y avait une porte, et on passait chacun notre tour. Et puis, elle regardait notre bulletin et elle nous conseillait. Et moi, la porte était ouverte, et à un moment, elle dit, Léo, vraiment, t'es nul. On va devoir te mettre dans la filière des nuls mécanique. Elle a dit comme ça. Moi, je le pense pas. Elle a dit comme ça. Et donc, moi, je tirais, en fait, je réagis pas. Tu sais, j'ai l'habitude, c'était normal pour moi. Mais un peu humiliant quand même. Parce que la classe, derrière, elle entend. Et du coup, moi, j'étais passionné d'informatique. Je pensais que j'allais pouvoir aller dans ça parce que j'étais bon en technologie. J'avais 21 sur 20 de moyenne en technologie parce que j'avais le point bonus. D'ailleurs, Monsieur Jacquemin, si jamais un jour il tombe sur cette vidéo, c'est le meilleur prof que j'ai eu de ma vie. Et je pense que c'est grâce à lui. En fait, tu sais, une plante, elle démarre d'une graine. Je pense qu'il fait partie de cette graine. Parce que c'est grâce à lui que je me suis intéressé à l'informatique. Parce que c'est lui qui m'a montré comment on faisait des sites internet. J'avais 13 ans à ce moment-là. Et comment il s'adressait à toi, ce mec? En fait, au début, il m'aimait pas, parce que j'étais très turbulent. Jusqu'au jour où il s'est rendu compte que j'étais passionné par sa passion. Parce que lui, c'était un prof passionné.
kiffait ce qu'il faisait. Et en fait, quand il nous a montré le jour comment créer des sites internet en HTML, moi, à la fin, je lui disais, je peux rester pour en faire et tout. Entre chaque heure d'études, j'allais dans sa salle et tout, et il a vu que j'étais passionné. Du coup, ça lui a plu. Ouais, parce qu'il a vu un jeune passionné par sa passion. Ouais. Et juste, en fait, c'est simple, hein, il me laissait aller dans sa salle pour apprendre à chaque fois. Et du coup, quelqu'un qui a de l'expérience, qui forme un jeune, automatiquement, ça l'intéresse. En fait, il kiffe ça, je pense. Ouais. Il y a une part de moi qui se dit qu'il y a peut-être quelque chose dans sa façon de faire qui t'a accroché aussi. En fait, il était... Tu sais, la plupart des gens, il aimait pas. Non, c'est pas qu'il aimait pas. C'est qu'il était très sévère. C'est-à-dire que des fois, il a déjà dit encore une fois, tu me parles comme ça, je sors ma paire de chaussures, je te fracasse sur la tête. Tu vois, il parlait comme ça. Ouais. En fait, les gens, ils le connaissaient. Il était connu dans le collège parce que justement, il était très clivant. Il a dit des trucs des fois qu'il n'avait pas le droit en tant que prof. Mais il était gentil. En fait, un prof qui sait se faire respecter, à la fin, les gens l'aiment. C'est juste qu'au début, voilà, faut réussir à le connaître. C'est comme, j'avais un prof de sciences au lycée qui était passionné par ce qu'il faisait. C'était le plus strict, le plus sévère, mais c'était le seul que les gens aimaient. Ouais. Aujourd'hui, quand j'en parle avec mes amis du lycée, en fait, on se rappelle de lui, alors que c'est celui qui nous mettait le plus de punitions, mais il savait se faire respecter, il aimait ce qu'il faisait, et on voyait qu'il voulait apprendre aux autres à faire comme lui. En fait, c'est juste ça. Ouais. Et je pense que c'est des profs comme ça, on en a très rarement malheureusement, mais quand tu tombes sur ce prof, c'est incroyable. Malheureusement, il y en a, ils sont jamais tombés sur ce genre de prof. Mais il y en a. Carrément. Je suis tombé sur que 2 profs. Tous les autres, malheureusement, c'est pas qu'ils sont méchants, hein. C'est juste que ils sont trop formatés à penser que quand t'es nul dans leur matière, c'est que t'es quelqu'un de nul. Alors qu'il y en a, ils savent que tu peux... tu peux ne pas aimer en fait leur matière. Donc en fait c'est ça, toi quand t'es à l'école dans un premier temps, t'es pas très intéressé par les matières, sauf quand t'as quelqu'un qui est passionné, qui du coup devient passionnant. Ouais. Et donc du coup tu suis ce truc-là, du coup t'as une mention spéciale, une note spéciale puisque t'as 21/20 en technologie. Ouais. On te dit que t'es mauvais dans tout court parce que les autres matières te plaisent pas, mais du coup ça t'impacte comment ça, toi, Bah écoute, sur le coup... c'est inconscient, je vis avec en fait. Donc je vais en mécanique et là j'arrive début d'année, là je me dis putain 3 ans où je vais faire de la mécanique en fait. Ouais. Mais vraiment j'aimais pas du tout. Okay. C'est-à-dire que et je vais te montrer peut-être en quoi c'était intéressant pour moi de faire de la mécanique, mais j'aimais pas du tout. Par contre j'ai rencontré mon meilleur pote là-bas. Donc ça, je suis content au final. Il y a une bonne chose dans tout au final. Grave. Et d'ailleurs, mon meilleur pote est mécanicien. Hein. On est complètement différents au final. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien dans les amis, c'est quand on est différents. Ouais. Donc j'ai fait mes 3 ans et tous les soirs, absolument tous les soirs. D'ailleurs, j'ai beaucoup triché au lycée pour gagner du temps. Je le dis parce qu'il y a prescription maintenant. Oui. Je serais curieux de savoir comment t'as triché par contre. Je pense que c'est pas vrai. Ok. Je le dirai après, mais vraiment... Okay. Des trucs incroyables. Vu que j'adore la technologie, je me suis fait des trucs qui me permettaient justement de tricher facilement. Et du coup, en fait, ça m'entraînait encore plus. Le fait de trouver ces systèmes pour tricher, j'apprenais beaucoup plus que le cours en lui-même. Ouais. Donc c'est pour ça que la triche, ça peut être intelligent aussi en vrai. J'en suis convaincu. Donc voilà, et tous les soirs, j'étais sur mon ordinateur. Je m'étais trouvé un teammate, tu vois, quand on travaillait avec quelqu'un qui, lui, était passionné par créer des histoires, écrire et tout. En fait, c'est là où on s'est dit, tiens, on s'associe. Moi, je sais créer des jeux vidéo. Toi, une histoire, et bien, on fait un jeu ensemble. Ouais. Et puis, tous les soirs, on était sur nos ordinateurs et on faisait un jeu. En fait, on avait créé un jeu vidéo et tout. Un petit truc en mode Pokémon, en fait, tu sais, vu du dessus, tout ça. Et... Tu l'as fait comment ce jeu? Alors c'est sur un logiciel qui s'appelle RPG Maker. Ok. Qui franchement, si tu t'y mets, tu peux faire des jeux facilement avec. Ok. Et moi, j'avais toujours ce truc de je dois gagner de l'argent. Puisque pour moi, il y avait une deadline, c'est dans 3 ans, j'ai mon diplôme, donc bac pro mécanique. C'est soit je vais en mécanique, soit je suis devenu riche. Pour moi, il n'y avait pas d'autre option.
je pensais pas que je pouvais faire des études, d'autres études dans quelque chose qui me plaît ou quoi. Ouais. C'était vraiment soit je deviens riche, ou alors je vais dans un garage et je vais détester ma vie. Donc du coup, j'avais cette pression. Et donc je développais ce jeu vidéo, je continue à faire mes conneries, à démonter des ordinateurs, voilà, à m'intéresser à ça. Et à côté, je me suis intéressé et j'ai de plus en plus consommé des vidéos sur YouTube d'entrepreneurs qui faisaient de l'argent. Théophile Hélier. Ok. Donc j'ai vu, voilà, il avait 25 ans. Le gars, il sortait d'études. À l'époque, il vendait des fiches de révision. C'est son premier business. C'est de vendre des fiches de révision pour les étudiants en BTS NRC. Ok. Et il vendait des fiches à 7 euros. Et il a eu son premier business qui lui rapportait 3 000 euros par mois comme ça. Et il a été en Thaïlande. Je vais peut-être un petit peu déformer son histoire, ce sera quand même à vérifier, mais ce que je dis, j'en suis à peu près sûr. Il a été en Thaïlande, il a augmenté son business, il a fait autre chose. Enfin, aujourd'hui, il fait énormément d'argent, il est multimillionnaire. Ouais. Mais il a démarré de très bas. Et je me suis dit, mais si lui, il l'a fait, je peux le faire. Carrément. Lui, il a vendu une compétence. Moi aussi, je peux vendre une compétence. Ouais. Je sais faire des jeux vidéo, bah écoute, je vais vendre une formation jeux vidéo. Et du coup, j'ai tourné une formation dans une caravane qu'on avait récupérée dans le garage dans lequel je travaillais avec mon beau-père, puisque j'ai permis à mon beau-père de travailler dans un garage, puisque je les ai mis en relation. C'était une période où financièrement c'était compliqué, il a dû retrouver un nouveau travail, enfin voilà, c'était vraiment assez compliqué, parce qu'il était auto-entrepreneur et il n'arrivait pas à avoir de clients à ce moment-là. Donc on a pris cette caravane, je l'ai nettoyée, j'ai travaillé un été entier à arroser des plantes dans mon village, juste arroser des plantes, et j'avais gagné sur l'été genre 1200 euros, un truc comme ça, et j'ai tout mis dans un ordinateur que j'ai monté moi-même. Tu sais, j'avais acheté tous les composants. Oui. Trop bien ça. Ouais. Et je l'avais monté, j'avais passé la nuit entière, et je me rappelle, mes parents sont témoins de ça, quand j'ai reçu tous les composants, je tremblais. J'étais tellement passionné que je tremblais, j'étais là, mais incroyable. Là, pour moi, c'était vraiment... Et j'ai une Lamborghini. C'est même plus. C'était demain, tu m'offres une Lamborghini, c'est bien, je suis content. Mais là, c'était autre chose. Et c'est là que j'ai vu que j'avais une passion dans ça. Et donc, je l'ai monté, j'ai passé la nuit entière. Le lendemain matin, ma mère se lève, elle me voit encore en train de monter mon truc et tout. Donc, c'était assez marrant sur ça. Ensuite, je mets dans la caravane et là, je tourne ma première formation. Tu l'as tourné avec quoi ? C'est-à-dire les logiciels. Alors, je pense plutôt... je me dis, du coup, tu dis que tu as entre 13 et 14 ans. Ouais. Et que du coup, tu vas tourner ta formation. Je sais que pas mal des gens qui peuvent regarder ce podcast vont se dire, mais attends, il a quoi pour faire ça ? Et toi, en fait, tu t'es pas posé la question, tu l'as fait. Mais du coup, je me dis, t'avais quoi pour tourner, pour faire la vidéo, pour faire une la webcam. Non, j'avais même pas de vidéo à ce moment-là. Non, mes premières formations. Et d'ailleurs, tu vas sur Google, t'écris Léo Garé, apprendre à créer des jeux vidéo. Mes formations sont en ligne encore. Ok. Et j'ai la voix de gamin. Ok. Donc en fait, c'est encore en ligne tout ça. Ok. Ça a été mis à jour, je me rappelle, en 2018. Il y avait eu une mise à jour du site, du coup. Il y a écrit créé en 2018, mais c'était avant. Ouais. J'avais, je sais plus quel âge, 14, 15 ans, un truc comme ça. Ouais. Et donc, j'avais un micro, c'était un Blue Yeti. Ok. Que j'avais acheté avec l'ordinateur dans les 1200 euros. Et j'ai tourné, en fait. Je me suis même pas posé la question, j'ai dit, je sais faire. J'ai codé un jeu vidéo en me filmant et j'ai expliqué étape par étape comment le coder. Tu filmais l'écran du coup ? Ouais, je filmais mon écran. Ok, trop la classe. Et je l'ai mis en ligne sur Udemy. Je sais pas si tu connais. C'est un site qui permet d'héberger des formations. Tu gagnes pas beaucoup. Je me rappelle, je gagnais pas beaucoup, genre 100, 200 euros par mois, un truc comme ça. Et bon, j'avais 14 ans. Et d'ailleurs, je pouvais même pas les utiliser parce que j'avais pas de compte bancaire. Ok. Donc, je le mettais sur un compte PayPal que je pouvais pas utiliser. Donc, je me rappelle, j'avais bidouillé. Je peux le dire maintenant. J'avais bidouillé mon identité pour faire croire que j'étais majeur. Comme ça, je pouvais débloquer mon argent PayPal et je l'achetais en carte cadeau Amazon. C'était la seule manière dont je pouvais utiliser mon argent. Et donc, je faisais des commandes Amazon. Et ensuite, alors je sais plus comment je me débrouillais pour ça. Je leur demandais remboursement, je leur renvoyais le truc pour qu'ils renvoient l'argent, mais sous format argent. Ok. Sur un compte bancaire que j'avais, qui s'appelait N26, puisqu'à l'époque, tu pouvais ouvrir un compte bancaire, t'avais même pas besoin d'identité, c'était trop simple. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Ah oui. Donc en fait, je sais passer comme ça l'argent.
Donc ouais, c'était bon, c'est quelques centaines d'euros. Mais quand même. Attends, parce que C'était... il y a quand même un truc, c'est que, je veux dire, moi, quand j'avais 15 ans, ma priorité, c'était de devenir le meilleur possible à Counter-Strike. Ouais, mais c'est très bien. Ouais. Moi, c'était de devenir le meilleur possible dans le business. Mais c'est ça que je trouve effarant. Je me dis, comment, enfin... Ouais, mais toi, c'était pareil au final. Tu voulais devenir le meilleur possible dans quelque chose. Ouais. En tout cas, je suis. Si je m'arrête là-dessus, c'est parce que je trouve ça juste fascinant. Je veux dire, il n'y avait pas de thune chez moi. Mais par contre, jamais je me serais dit que j'allais créer de la thune par moi-même. Parce que de toute façon, la seule façon dont j'entendais qu'on pouvait créer de la thune quand on était jeune, c'était d'aller travailler à McDo. Ouais. Et clairement, ça, j'avais pas envie. Sauf à devenir très fort sur Counter-Strike. Mais c'était pas l'argent qui m'intéressait moi dans Counter-Strike. C'est vraiment de devenir le meilleur possible. Ouais, moi, j'étais vraiment un addict à l'argent. Ah ouais? J'étais drivé que par l'argent. C'est plus le cas aujourd'hui. Ouais. Mais j'étais là, En fait, on n'avait pas d'argent chez moi. Ouais. Alors, on n'a pas manqué, on a toujours mangé, on a toujours fait ce qu'on pouvait, mais on pouvait pas voyager. Ma mère, elle a pris l'avion la première fois dans sa vie vers ses 35 ans. Ouais. Et j'étais jamais sorti de l'Europe avant et même de la France, si au Portugal. Si on enlève le Portugal, j'étais jamais sorti de la France avant mes 20 ans, un truc comme ça, ouais. Donc en fait, ouais, c'était... Moi, je voulais une vie de luxe, en fait, genre aller vivre des expériences. Incroyable. Donc du coup, tu fais ton premier business, tu récupères les premières centaines d'euros, que tu trouves un moyen de détourner pour pouvoir les récupérer. Trop stylé. Qu'est-ce qui se passe après qui va te mener à ton chemin pour devenir l'expert LinkedIn que tu es aujourd'hui? Alors, entre-temps, il y a eu un autre business. Ok. Construire un empire, ça m'a toujours plu. Ouais. Et donc, à cette époque... Construire un empire. J'adore, tu pas de dire la vision du gamin, quoi. C'est incroyable, quoi. En parallèle de mes formations jeux vidéo, parce que j'en avais fait plusieurs, j'avais fait des formations aussi pour apprendre à créer des sites internet. Ouais. Enfin, quand j'ai vu que ça me rapportait un peu, j'en ai fait d'autres. Ouais. Et là, si tu vas sur mon compte Udemy, je crois que j'ai 800 clients. Ok. Mais c'est pas cher. Franchement, c'est des formations, c'est pas cher, ils prennent une grosse commission, mais voilà, ça marchait bien. Et je me suis dit, je vais créer une compétition qui aura lieu tous les 3 mois où tu auras 2 jours pour créer un jeu vidéo. Ok. Ça s'appelle des game jams. Genre le hackathon, quoi. Voilà. Ok. Et dans le monde du jeu vidéo, on parle beaucoup de game jam. Okay. Et je l'avais appelé la French Game Jam. Ok. Donc j'avais créé un compte Discord, une communauté Discord. Pour attirer des gens, j'allais sur tous les forums, jeuxvideo.com, Open Classroom, c'était le site du zéro à l'époque, pour les personnes qui ont la référence. J'avais une chaîne YouTube. Avant, c'était très simple de faire des vues. J'essayais d'aller chercher des gens à la main, même un peu de partout. Ouais. Même dans d'autres game jams, j'avais rassemblé, je sais pas, peut-être un peu plus de 400 personnes sur le serveur Discord. Ouais. Et en fait, tous les 3 mois, il y avait un thème, 2 jours. Celui qui crée le meilleur jeu vidéo, il a un prix. Okay. Pour avoir un prix, il y avait un jury. Donc il y avait 3 personnes. Il y avait moi et 2 autres qui étaient adultes. Et pour paraître plus légitime, je faisais croire que j'étais un adulte. En fait, ce que j'avais 15 ans, 16 ans. Putain. Et en fait, à l'époque, faire des visios, c'était pas trop développé. On parlait au micro. Ouais. Et vu que j'avais une voix de gamin, j'avais mis un truc pour déformer ma voix. Et comme ça faisait beaucoup plus sérieux. Et en fait, je faisais partie du jury. Les gens, ils savaient pas que j'avais 15 ans au final. Ouais. Et ce qui m'a sauvé, c'était que c'est une époque où, en fait, tu te montrais jamais en vidéo. Les gens, ils avaient un pseudo. Oui. Ils avaient un avatar. Oui, tu vois, genre, c'était l'avatar, c'était une rêve qui te plaisait, et voilà. Donc ça, c'était plutôt bien. Aujourd'hui, ce serait beaucoup plus difficile de se cacher derrière un pseudo. Ouais. Et quoi que dans le monde du jeu vidéo, ça marche encore, je pense. Et donc, j'en avais fait quelques-unes pendant 1 an et demi. Ça marchait bien. J'avais des sponsors aussi qui payaient les prix au final. Ouais. Donc, j'ai jamais gagné d'argent sur ça, mais ça a permis d'apprendre à manager une communauté. Comment tu les as trouvés, tes sponsors ? Grâce à Udemy, pour le coup. Okay. En fait, sur Udemy, j'allais contacter d'autres formateurs et je leur demandais, est-ce que tu peux m'offrir un code promo 100% sur ta formation, sur tel jeu vidéo, si ça, c'était toujours en rapport avec les jeux vidéo. J'ai essayé aussi, tu sais, d'avoir des cartes cadeaux sur Instant Gaming, des trucs comme ça, tu sais, où tu peux acheter les jeux vidéo. Donc, toujours en rapport avec le jeu vidéo. Aussi... contacter des développeurs pour offrir des prestations, des trucs comme ça. Ok.
Donc ça a toujours été, c'était pas des énormes prix, hein, mais mais quand même. et les gens ils voulaient au final. Bah ouais. Et ce que je trouve incroyable, c'est que déjà à cet âge-là, tu avais compris le besoin de faire gagner des choses, que tu savais que tu n'avais pas les moyens, mais que tu savais que tu avais des gens qui pouvaient te soutenir là-dedans. Putain, je trouve ça vraiment. Et ça t'est venu instinctivement, naturellement, ou c'est parce que ça faisait partie des formations sur lesquelles tu tombais? En fait, c'est juste que je suivais même pas des formations dans ça. Ouais. Les formations que je suivais, c'était des mecs lifestyle qui vendaient, tu sais, un peu du rêve et tout, de l'investissement, de l'IMO et tout. Et moi, je me suis dit, tout ce qu'ils font dans ça, je peux le faire dans le jeu vidéo, en fait, tout simplement. Je voyais qu'ils avaient des communautés Facebook. Moi, je me suis dit, je vais avoir ma communauté Discord. Donc, en fait, je faisais un parallèle dans ma niche, au final. Ouais. Et en fait, moi, mes nuits, en fait, mon cerveau, il était à 100 à l'heure. Je voulais tout le temps créer un business. C'était vraiment... J'avais tout le temps des idées. Ouais. Et d'ailleurs, ça a été, je pense, un gros frein dans ma vie, c'est de tout le temps avoir plein d'idées, de pas être assez concentré sur une chose. Tu vois, de mes 13 ans à mes 18 ans, si je m'étais concentré sur une chose, en vrai, si j'aurais pu construire un truc de malade très tôt. Okay. Mais c'est pas grave, hein, ça fait partie, tu vois, ça fait partie du truc. Et puis quand t'es gamin, faut découvrir aussi. Ouais. Et puis après, j'ai validé mon bac pro mécanique. Ouais. J'ai validé, même pas en trichant, c'est parce que, en fait, à un moment... Merci. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des systèmes de triche que tu as mis en place. On va en parler juste après. Ouais. En fait, comme j'ai dit, moi j'ai des facilités à l'école. C'est-à-dire que quand la chose me semble utile, je vais réussir à avoir des résultats. Okay. Tout simplement. Et un jour, je découvre une école qui s'appelle Epitech, qui est à Montpellier. Enfin, il y en a partout, il y en a 12 en France, il me semble. Et là, je me rends compte que si je veux y aller, il va falloir que j'ai mon bac. Du coup, mon cerveau, il s'active, il dit, le bac va être utile. Avant, il n'était pas utile, là, il est utile. Je m'en foutais d'avoir le bac, franchement. Mais il faut que j'ai le bac pour y aller. Du coup, bah, automatiquement, les matières sont devenues utiles pour moi. Donc, je me suis mis à travailler. J'ai triplé ma moyenne générale en même pas un mois, en fait. Enfin, en un trimestre. Vu qu'on parlait de trimestre ou semestre, je ne sais plus comment ça parle. Enfin, comment on travaille à l'école. Et du coup, j'ai validé mon bac avec mention. Je ne sais plus quelle mention. Et puis, ensuite, j'ai été à Epitech. Alors, Epitech, pour moi, c'était assez difficile dans le sens où, déjà, il y a eu une première phase, c'est je veux pas aller dans un monde manuel. Sauf que moi, ma famille est énormément dans le manuel. Et du coup, j'avais l'impression d'être l'intrus. Au début, j'osais pas en parler, en fait. J'étais là, quand je vais leur dire que je vais aller dans l'informatique et tout, ils vont en penser quoi? Être développeur, aller habiter en ville et tout. Et du coup, pendant longtemps, je me rappelle, j'y pensais, mais j'osais pas en parler. Jusqu'à un jour où je me rappelle, je l'ai dit en fait, et je me suis rendu compte qu'ils étaient contents. Et je me suis dit, mais je suis con, en fait, je me freine depuis un moment. Ils étaient contents parce qu'ils se sont dit, mais Léo, si tu peux aller dans un métier qui te passionne, vas-y. Nous, on n'a pas fait ça. Donc, fais et surtout, ne prends pas notre exemple. Donc là, je leur ai dit, c'est 50 000 euros. On ne pouvait pas payer, mis à part les 10 000 euros d'assurance décès de mon père. Je ne sais même pas si j'en ai parlé dans... Je te l'ai dit tout à l'heure hors podcast. Donc, j'avais 10 000 euros d'assurance décès. Mais du coup, ça payait 10 000 euros sur les 50 000. Il fallait trouver 40 000 euros. Et là, mon beau-père, on a couru chez toutes les banques. Vraiment, pour le coup, il m'a vraiment aidé. S'il n'était pas là aujourd'hui, je n'aurais pas eu tout ça. On a été dans plein de banques. Ça le saoulait parce que tout le monde nous refusait. Ensuite, on a fait des portes ouvertes à Epitech. Et là, on a fait la rencontre de Sylvie, la responsable de recrutement, qui a vraiment cru en mon profil parce qu'elle a vu tout ce que j'avais fait. Elle s'est dit, lui, il est motivé, on ne peut pas le laisser passer. Genre les jeux vidéo et les trucs comme ça? Je lui avais montré tous les projets, en fait. C'est un bête de CV, ça, quand même. Et du coup, elle nous a mis en relation avec une banque qui pouvait nous faire un prêt garanti par l'État, au final. Donc, meilleur prêt pour une banque. Une banque, quand elle est garantie par l'État, elle accepte directement. Et en plus, ils étaient en partenariat avec mon école. Donc, j'ai eu un prêt de 15 000 euros. Il y avait 25 000 euros au total. Et il manquait de l'argent. Il manquait de l'argent puisqu'il y a 50 000 euros. Donc, il y avait 25 000 euros. Ça, c'est l'ensemble des études, 50 000 euros? Sans compter que fallait que je gagne de l'argent pour payer un loyer. Fallait que j'ai tout ça, même si j'avais les bourses, mais ça suffit pas. Et puis, payer les ordinateurs, payer les déplacements à Paris, payer tout ça. Ça, en fait, Pourquoi les études à Paris? Parce qu'on avait pas mal aussi de projets, tu sais, à Paris. En fait, c'est une école, entre guillemets, de riches, dans le sens où
quand tu vas dans des études privées, faut assurer tous les autres frais aussi qui est à côté. Ouais. C'est quand tu fais des soirées étudiantes, tu es avec des gosses de médecins et tout. Moi, j'ai baigné dans un univers. Au début, pour moi, ils étaient tous riches, alors qu'ils n'étaient pas riches au final. Ouais. Mais pour moi, j'avais jamais côtoyé ces gens-là. Mec, c'est absolument fou ce que tu décris, parce que je pense que je fais partie de cette moyenne des gens qui sont convaincus que la seule façon de gagner de l'argent quand t'es étudiant, c'est d'aller bosser à McDo, quoi. Et là, toi, ce que t'es en train de dire... Ah non, moi justement, j'étais là. Attends, faut que j'aille chercher plus de 30 000 euros. Comment je peux le faire en sachant que je gagnais 100 ou 200 euros par mois? Qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, j'ai listé mes compétences et ensuite j'ai listé ce qu'il me fallait et combien ça rapportait. J'ai vu que McDo, ça rapportait 800 euros. 800 euros par mois si je travaillais à côté de mes études. Et ça prend un balle de temps en plus. Je peux pas, tu vois, il faut que je travaille 40 mois. Ouais. Impossible. C'est pas possible. Ensuite, j'ai tout listé et tout. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Comment je peux aller chercher un truc qui me rapporte de l'argent? Et donc là, je me suis dit, je vais vendre des sites. En fait, j'ai développé des sites internet. Merci le prof de techno. Voilà. Et j'ai trouvé des clients. J'ai vendu des sites à 1000, 2000, 3000, 8000 euros. Ouais. Et en fait, l'argent, je l'ai gagné beaucoup plus vite que prévu. C'est-à-dire qu'en 6 mois, j'ai pu financer toutes mes études. Alors attends, parce que du coup, t'avais appris à coder en HTML. Pour un site, il faut d'autres compétences que le HTML. Ah oui, mais après, sur toutes ces années, j'ai appris à coder. Hein. Ok. Sur de mes 13 ans où j'ai découvert ça à mes 18 ans, je passais ma vie derrière mon écran. Ok. J'ai jamais été en boîte de nuit. Une fois pour l'anniversaire de ma sœur, ma grande sœur. J'ai été bourré une fois dans ma vie, tu vois, dans ma jeunesse. Alors qu'en général, on parle de je sortais jamais. Quand mes potes voulaient qu'on sorte, tu sais, on était dans un village, il y avait un gymnase, ils voulaient qu'on fasse des foot et tout. Moi, ça me saoulait. Je faisais croire que j'étais malade pour rester dans ma chambre à travailler. En fait, moi, ma vie, c'est mon ordinateur. C'est vraiment, quand je suis arrivé à 18 ans dans mes études privées et que j'ai dû parler à des gens, je ne savais pas parler. Et comment tu as trouvé? Donc, du coup, on voit comment tu as développé les compétences pour créer des sites. Très bien, mais comment tu as trouvé tes premiers clients alors? J'ai le réseau, j'ai prospecté, même si j'aimais pas ça. En fait, j'avais besoin d'argent, j'étais dans l'urgence. T'avais quel âge? Quand je suis arrivé à Montpellier, c'était 18 ans. 18 ans, donc du coup... Enfin, 17 ans et j'allais avoir 18 ans. Ok, donc là, à ce moment-là, tu as les compétences et du coup, pour prospecter, tu t'y prenais comment? J'allais dans des événements business. Dès qu'il y avait un apéro business et tout, j'allais, je récupérais des contacts. J'ai rencontré des coachs sportifs. Tu sais, ils avaient tous besoin d'un petit site et tout. Je le vendais pas cher. Dans mon école, il y avait un incubateur avec pas mal d'entreprises. J'allais voir si elles avaient besoin, ou je demandais le contact, du contact. Tu vois, j'ai fait comme ça et en fait, très vite, j'ai réussi à rassembler cet argent. Donc, c'est plein de petits contacts au final. En fait, c'est aller aller fouiner un peu tout ce que tu peux. Et ça m'a permis d'avoir de grosses missions, mais aussi des toutes petites. J'ai travaillé aussi dans l'association étudiante de mon école, qui nous mettait en relation avec des gens qui avaient besoin de sites. Donc au final, c'est ça. Et puis mes études, Epitech, je sais pas si c'est vraiment connu au final, mais c'est une école compliquée. Hein. En tout cas, à l'époque où j'y étais, c'était compliqué. J'ai fait des semaines où j'allais à l'école à 8h42, parce qu'en fait, les portes étaient bloquées à 8h42, on pouvait plus y rentrer. T'avais 0 à ta journée. À 8h42, t'étais pas dans l'école, on te mettait 0 à ta journée. Et il fallait que tu sois à quelle heure? Max 8h42 du coup. Mais l'heure à laquelle... ça servait à quoi d'y arriver à 8h à l'école? Parce que les cours commençaient à 9h. Ah, ok. Enfin, il n'y avait pas de cours en fait, c'était que des projets. Ok, d'accord. C'est ça que j'ai aimé dans cette école, c'est que c'était que des projets. Ok, c'est un peu comme l'école de Xavier Niel, ça. Ouais, c'est un concurrent en fait, sauf qu'elle est payante. Ok. Et qu'à l'époque, je connaissais pas du tout 42. Et que ça me paraît... En fait, je pensais que j'étais trop nul aussi pour ce genre d'école, de base. Okay. Alors que Epitech, c'était pas sur sélection, c'était tu payais au final. Mais après, il y a le premier mois qui est sur sélection. T'as la piscine. La piscine, c'est tous les jours de la semaine, pendant 10 heures par jour, où t'es rempli d'exercices. Et en fait, le but, c'est un peu Koh-Lanta. Hein. C'est t'arrives, il y a 70 étudiants, à la fin, il en reste la moitié au final. Donc en fait, c'était une sélection intense, mais j'ai réussi au final. Super. J'avais un très très bon niveau alors que j'étais vraiment très loin d'eux en termes d'études, parce qu'il y avait beaucoup de bacs généraux dans les maths et tout, donc ils étaient assez avancés sur ce genre de sujet.
Et puis, moi, à côté des 10 heures d'études par jour, je devais travailler 2-3 heures en plus. Donc, en fait, je dormais pas beaucoup. Ouais. Euh, Pas beaucoup, c'est-à-dire? Des fois, je m'endormais à 4 heures, je me réveillais à 7 heures. Il y a vraiment que quand t'es gamin que tu peux faire des choses pareilles. Hein. Pendant longtemps, pendant un moment. Waouh. Et ouais, pendant un moment, je faisais ça, mais ça allait en vrai. Ouais. Je mangeais des pâtes. En plus, ma nutrition était éclatée. Ouais. Du coup, je sais pas comment mon cerveau arrivait à tenir. Je buvais pas d'eau, je buvais que du café, je mangeais des pâtes, et voilà. Incroyable. Genre vraiment, et j'étais comme ça. Oui, tu m'étonnes. Mais par contre, mec, il faut que je comprenne un truc là, parce que je me dis, comment tu trouves l'énergie d'aller vendre des sites? T'étais convaincu que tu pouvais faire des sites. Enfin, voilà. Je vais mettre un peu plus de clarté là, sur ce que je me dis. Mais en gros, je me dis, le mec, je vois ce que c'est aujourd'hui d'aller prospecter, tu vois, d'aller voir des gens pour faire connaître son service et des trucs comme ça. Je vois la somme d'efforts que ça représente, l'énergie que ça représente, et je me dis, mais comment est-ce que cet enfant, parce que t'as encore un enfant à ce moment-là, mais t'as déjà des comportements d'adulte, qu'est-ce qui te donne la conviction, la foi pour aller démarcher ces gens-là, quoi, Mais c'est parce que pour moi, en fait, le business, c'est la seule option. En fait, il y en a pour eux, leur première option dans la vie, c'est d'aller trouver un travail. Moi, en fait, je n'étais pas conditionné comme ça, vu que toute mon enfance, je me suis nourri d'entrepreneurs. Même si j'étais à la campagne et tout, en fait, tous les jours, j'étais sur mon ordinateur à écouter les entrepreneurs parler. Du coup, pour moi, la solution la plus simple, c'était le business. C'était pas travailler. Pour moi, travailler, c'est compliqué. Et encore aujourd'hui, je suis convaincu que si demain, je sais pas, je suis à la rue et j'ai plus rien, je perds tout. En fait, ça va être plus simple de lancer un business et vite trouver de l'argent que aller chercher un CDI. C'est un câblage, ça. En fait, c'est juste, mon cerveau n'est pas... J'ai jamais eu de CDI de ma vie. Et j'en aurai jamais, je le sais. C'est incroyable. Je trouve ça juste trop inspirant, quoi. Je vois à quel point il y a mon cerveau qui est câblé d'une autre façon, tu vois. Donc, je peux que honorer ça. Mais après, on est tous différents. C'est... Final, est-ce que j'ai... Enfin, il y en a plein qui diraient, Léo, il a eu une enfance un peu nulle parce que j'ai pas profité, même si moi, j'ai pas l'impression de pas avoir profité. Tu sais, sortir et tout. Si, à Epitech, on sortait plus parce que, tu sais, je voulais me faire accepter par le groupe, mais ça me saulait. Je sortais parce qu'il fallait sortir. Quand je buvais parce qu'il fallait boire, mais sinon, j'ai jamais fait parce que je voulais. Donc, ouais, mais vraiment... Arrivé à Montpellier, ça m'a changé la vie. Bah, j'entends. Parce que ça m'a ouvert des portes que j'avais pas à la campagne. Quand t'es dans un champ, dans une caravane en train de travailler, t'as pas tout ça. Et même si pour moi, une enfance à la campagne, c'est incroyable. Mais une fois que t'arrives dans la vie active, c'est plus faut sortir. C'est plus aussi périn, quoi. Donc, en gros, tu commences tes études, tu te dis que pour financer tes études, il va falloir que tu bosses à côté, tu fais des premières actions de prospection, ça marche plutôt bien, tu arrives même à avoir des contrats à 8 000 €, enfin, à cet âge-là, c'est juste énorme, et il se trouve qu'en 6 mois, tu as fait l'argent que tu avais besoin de faire. Attends, juste, ça marche bien, je vais quand même le dire, pour avoir un contrat, je contactais énormément de gens. Bah ouais. Genre, vraiment, la prospection, c'est du travail, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prospecte plus. C'est une énergie de malade. Genre vraiment, c'est pour ça que j'ai arrêté. Et c'est pour ça que je me suis lancé sur LinkedIn en 2021. D'ailleurs. Parce que t'en avais marre de prospecter. Ouais, et c'est surtout que moi, de base, j'étais un profil très introverti. En fait, aujourd'hui, je sais pas si je suis introverti ou extraverti. Je sais même pas si cette étiquette, elle est utile, mais de base, parler aux gens, leur proposer mes services, c'était une tâche hyper compliquée, c'était pas naturel pour moi. Et quand je me prenais des refus, c'était un couteau. C'était vraiment, je me prends un couteau dans le dos, c'est horrible. Du coup, je m'en prenais 100 par jour. Donc c'était compliqué parce que j'avais l'impression d'être rejeté à chaque fois que je prospectais, mais du coup que j'avais une réponse négative. Donc En tout cas, je le redis, je trouve ça formidable, mec. Enfin... Aujourd'hui, déjà, j'ai découvert l'entrepreneuriat très tard. Genre, c'était après mes 30 ans. Et je vois l'effort qu'il faut pour développer une activité, etc. Et je me dis, mais déjà à 13 ans, tu commençais à avoir l'intérêt pour les systèmes qui allaient te rapporter de l'argent. Enfin, je trouve ça trop stylé. À 18 ans, que tu trouves l'énergie, malgré la douleur que ça représente, de te prendre des noms, de continuer à aller chercher des oui pour te permettre de vivre ce que tu avais envie de vivre. Enfin,
Je trouve ça vraiment remarquable. Et donc là, on arrive à ce moment où tu arrives sur LinkedIn. Tu dis que du coup, tu n'as plus envie de prospecter. Parce que, pour quelle raison tu n'as plus envie de prospecter, même si tu as déjà commencé un peu à le dire? Ouais, en fait, je me rendais compte. Tu sais, moi, j'aime bien la logique. Ouais. Je voyais que je devais contacter beaucoup de gens pour avoir un contrat à la clé. Ouais. Et je me suis dit, c'est une perte d'énergie. Enfin, il y a une fuite. Ouais. Tu peux pas parler à autant de personnes et à la fin avoir un contrat. Et c'est la base de la prospection. Pour avoir un contrat, il faut aller chercher beaucoup de contacts. Si tu as des chiffres, là, tu as été chercher combien de contacts à l'époque? De ma première année d'études, j'ai contacté au moins 5000 personnes. Wow. Au moins. J'avais un tableau et tous les jours, j'allais chercher les gens. Wow. Mais j'avais peu de résultats. Ouais. Mais du coup, vu que j'en contactais beaucoup, c'était pas mal à la fin. Ouais. Donc, s'il suffit d'avoir un client qui te paye 8000 balles pour un site, au final, t'es gagnant. Surtout moi, à cette époque. Pour moi, 8000 €, j'étais le roi du monde. C'était genre... oui. C'est là... je dis 8000 € parce que c'est vraiment le jour où je me suis dit, mais c'est incroyable. Là, il y a un client qui m'a payé 8000 € pour un site, qui m'a pris même pas 3 jours à faire. Et quand j'ai 3 jours, c'est à côté de mes études. Du coup, c'était les soirées, en fait. Donc, parce que, en fait, le résultat... Et lui, il savait. Il savait que ça me prenait pas beaucoup de temps, mais le résultat était... Et surtout, il avait le besoin, quoi. Pour lui, ça valait 8000 €, quoi. Ouais, voilà. Donc, là, ça m'a ouvert pas mal les yeux. Et aussi, je me suis dit, attends, là, je contacte beaucoup de gens pour tant, mais imagine si j'envoyais un message à toutes ces personnes d'un coup, au lieu de les contacter une par une, et que, je sais pas, sur 1000 personnes, il y en avait 10 qui répondaient. Et c'est là que je me suis dit, les réseaux sociaux, c'est peut-être bien. Parce que tu postes, il y en a plusieurs qui vont voir ton post, ils vont s'intéresser à toi, et au final, tu vas décrocher des contrats comme ça. C'est peut-être mieux, au final, de poster en one-to-many plutôt qu'envoyer un mail en one-to-one. Et donc, j'ai testé YouTube, Insta, Twitter. J'ai un peu tout testé en termes de réseaux sociaux, mais pas LinkedIn. Parce que LinkedIn, pour moi, c'est le truc, on poste son CV, on trouve du travail. Sauf qu'un jour, j'ai un pote qui s'appelle Vincent, qui est aussi de Montpellier, mais plus en ce moment. Il s'est expatrié, qui me dit, pas fiscalement, juste géographiquement, qui me dit, mais Léo, en fait, va sur LinkedIn. On était à la BU de Montpellier, à côté de l'Arbre Blanc, et tous les jours, on travaillait. Et notre but, c'était, en fait, on faisait une compète de celui qui gagne le plus d'argent. Tous les jours. En fait, on était vraiment des malades mentaux. Quand on y repense, parce qu'on est très bons potes, quand on y repense, ça nous fait rire, parce qu'on était vraiment dans la compète, mais saine. On s'aidait. Et à chaque fois, on se disait, on jouait à qui a signé le plus et tout. Et il me dit, mais Léo, poste sur LinkedIn. Lui, il trouvait presque tous ses clients sur LinkedIn. Poste sur LinkedIn et tu vois ce qui va se passer. Et du coup, décembre 2021, je me mets à poster sérieusement sur LinkedIn pendant les vacances de Noël de 2021. Il y avait beaucoup de créateurs qui étaient en vacances. Moi, je me dis, incroyable, du coup, il y a de la place. Attends, ça veut dire quoi pour toi à ce moment-là, publier sérieusement sur LinkedIn? J'ai publié jusqu'à 10 fois par jour. Enculé. T'as le mec, quoi. Oui, mais du coup, pour moi, ça me paraissait pas beaucoup dans le sens où j'envoyais des dizaines de messages par jour. Donc, publier 10 fois par jour, c'est quoi au final? Après, je publiais n'importe quoi. C'était nul, ça marchait même pas. Mais j'ai publié tout le mois de décembre. Ça marchait pas. Mais janvier, je me forme sur le marché américain, sur des méthodes utilisées sur Facebook. Et je me dis, ce qu'ils utilisent sur Facebook en Amérique, je peux l'utiliser en France sur LinkedIn, j'en suis sûr. Et j'ai importé la méthode. Je commence à l'appliquer, à avoir une méthode logique, simple, rapide, efficace, voilà. Et je commence à avoir des abonnés qui se transforment en messages. D'autres vont sur ma page de vente, payent. Et puis, premier mois... Tu vendais quoi à ce moment-là? De la prestation développement web. Site internet, création de page de vente et tout. C'était quoi les contenus que tu faisais du coup? C'était des posts nuls. Je racontais un peu ma vie, quoi. Genre, voilà, j'ai été à tel événement, j'ai fait ci. J'organisais même des petits apéros entrepreneurs. Je donnais des conseils dans ma niche aussi, alors que c'est vraiment le pire post LinkedIn qu'on peut poster, mais en tout cas, ça marchait, ça vivotait. Et le mois de janvier 2022, je signe un peu plus de 2500 € de contrat sur LinkedIn. C'était un tout petit peu plus que le mois précédent.
mais sans prospecter. Hmm. Aucune prospection. Ensuite, je continue, j'améliore, j'itère. Mon esprit logique me dit, je supprime tout ce qui marche pas, je garde tout ce qui fonctionne et je mets un maximum d'intensité sur ce qui fonctionne. Ouais. Mois de février, février, je confonds les mois. Mois de février 2022, je fais un peu plus de 5 000 €. Et mois de mars 2022, le jour de mes 22 ans, enfin le mois de mes 22 ans, pas le jour, je suis né le 4 mars, je fais 17 000 €. Okay. Et là, je me dis, attends, en fait, je m'en rendais pas compte. Je me dis, attends, en décembre, là, j'étais à 1000 balles, 1500 balles. Ensuite, ça a fait 2000, 5000, 17 000, ça va aller où? Et là, bon, l'ego du jeune, je prends 2 alternants, je loue des bureaux à Castelnau, avec un pote, avec qui on n'était pas associés, mais on travaillait beaucoup ensemble. Et en fait, pour moi, c'est bon, là, on va partir en croissance et tout. Covid. C'était quand le Covid? C'était en mars 2022, justement. Ou 2021, je me rappelle plus. C'est Covid-19, donc c'est l'année 2020 que c'est parti en couille. C'est l'année 2020. Mais en fait, on était encore en confinement, genre 2 ans plus tard, il y avait des confinements. Oui. En fait, pendant un confinement, où il y a eu un truc, mais en fait, on pouvait plus aller au bureau. Ouais. Et même, ça devenait de moins en moins utile dans ma truc. Du coup, c'était une charge inutile. Ouais. J'arrivais pas. Franchement, j'étais très mauvais manager. C'est-à-dire que moi, pour moi, et je vais le dire honnêtement, avant, pour moi, les humains, on était tous pareils, on était des ordinateurs. Vu que je pensais comme un ordinateur, on n'avait pas d'émotion, on n'avait pas tout ça. Donc, je gérais les gens comme des ordinateurs au final. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on était des humains. Ouais. Et le management, ça demande du travail, ça demande de la connaissance, tout ça, tu vois. Donc, j'ai appris tout ça. Ouais. J'ai arrêté les bureaux. J'ai gardé mes alternants. Et à un moment, de plus en plus de clients me disent « Mais Léo, ce que tu fais sur LinkedIn pour trouver des clients, c'est trop bien. Pourquoi tu nous le ferais pas à nous ?» Ouais. Et donc là, je fais un premier client gratuitement. Il était déjà client pour les sites internet. Un second, un troisième, ça marche bien. Et j'ai une plus grosse demande sur ça et un potentiel de marge et de chiffre d'affaires plus gros. Et là, je me dis, bon, j'arrête mon ancien service qui me rapportait plus de 10 000 € par mois à ce moment-là. Je l'arrête du jour au lendemain. Je vends mes clients. Enfin, en vrai, je les donne. Je donne mes clients à une autre agence parce que je voulais qu'ils soient bien délivrés et tout. Donc, c'était important pour moi. Et je les garde, par contre, sur la partie LinkedIn. Donc, c'était un contrat, c'était un accord ensemble. Ils étaient au courant. J'ai pas fait un truc dans leur dos ou quoi. Vraiment, ils étaient OK avec tout ça. Et donc là, j'étais en mode sous-marin jusqu'à septembre 2022 sur mon agence LinkedIn. Et en septembre 2022, j'étais à Paris. Je fais une annonce. J'ouvre mon agence LinkedIn. L'accroche était à 22 ans. Je suis heureux d'ouvrir ma nouvelle société, un truc comme ça. Ça avait cartonné. 73 demandes dans la journée. Et donc là, j'avais pas de vendeur. J'étais seul. J'avais pas d'équipe qui pouvait délivrer ce service. Du coup, j'ai pu prendre que quelques clients. Ça a bien fonctionné. De super bons résultats. On a accompagné des gens comme Alec Henry, comme je t'ai dit, pendant plus de 2 ans. On a eu des super bons résultats. J'ai recruté. Ouais. Trop recruté même. Jusqu'à taper des mois où on faisait du 90 000 € par mois. Mais très peu de marge. Ouais. J'avais très peu de marge. Et à un moment, je me dis, ça me saoule parce que je veux de la marge. Je suis dans le digital, c'est pas normal qu'il y ait tant de personnes dans mon équipe et peu de marge. Ouais. On est dans le digital. Et là, je crée un bootcamp. Un bootcamp, alors là, c'était en 2023. Je sais plus le mois. Mais je crée un bootcamp. 3 000 € pour une semaine. Et c'était entièrement en distanciel. Et donc, pendant une semaine, je forme 10 entrepreneurs à communiquer sur LinkedIn. Et donc là, je signe 30 000 €. 0 € de charge, juste mon temps. Ouais. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même mieux. C'est mieux de récupérer 30 000 € et avoir 100% de marge que faire 90 000 € et avoir, je sais pas, moi, j'avais pas beaucoup. Franchement, j'avais pas beaucoup de marge. En plus, je gérais mal la compta à cette époque. Et donc, je me dis, ce modèle, il me plaît. Je vais garder l'agence en sous-marin. Je vais plus prendre de nouveaux clients. Mais par contre, sur l'accompagnement, vraiment, là, je vais y aller à fond. Ouais. Donc, je sors une formation pour que ce soit plus scalable, que ça dépende pas de mon temps. Ça marche hyper bien. Ensuite, je me rappelle, je vais en
à Dubaï la première fois avec Nicolas. Ouais. Et là, je fais mon premier mois à 117 000 euros. Donc là, j'étais trop content. Ensuite, j'ai été en Thaïlande. Enfin, j'ai commencé à beaucoup voyager et à avoir la vie un peu digital nomade. Ah ouais. Peu de gens dans l'équipe, des marges et tout. Et donc là, en fait, à un moment, il n'y a pas si longtemps, j'ai pris du recul. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Parce que c'est là où je me suis rendu compte des résultats et aussi de la croissance qu'il y avait eu et du potentiel dans le digital. Ouais. Et donc là, je suis en train de travailler sur, parce que j'ai toujours cette idée d'empire, de créer un business qui fera plus de 100 millions à l'année. J'en suis loin. En 2026, je vais faire 1 million. Je ne l'ai pas fait cette année. J'ai fait la moitié cette année. Mais en 2026, je sais que je ferai 1 million avec 10 personnes dans l'équipe. Et ma vision, c'est d'aller chercher 100 millions avec moins de 20 personnes dans l'équipe. Okay. En fait, c'est mon truc. Je veux créer les process, l'automatisation avec l'IA et tout. Je sais que je pourrais. Et donc voilà, en fait, c'est un jeu. Encore une fois, c'est un jeu. Léo, tu as dit un truc là. C'est que en gros, t'as vécu ta vie un peu comme si t'étais un robot. Ouais. Avec une appétence à comprendre les systèmes et à monter des systèmes qui n'étaient pas toujours très bons, puis que t'as appris à optimiser. Ça commence avec le fait d'aller prospecter beaucoup, prendre des coups, dans le sens où tu prenais des noms qui étaient très, très durs à vivre. Et je peux témoigner que dans la prospection, quand tu prends un nom, les gens disaient non. Bref, le truc du rejet, comme tu le disais. Tu dis qu'à un moment donné, tu te rends compte qu'avec LinkedIn, tu arrives à faire moins d'efforts et à attirer l'attention de plus de gens, puis tu commences à vendre du service, puis tu commences à faire preuve de management avec d'autres personnes. Tu te rends compte que tu n'es pas très bon, qu'il y a comme des émotions qui sont là-dedans et qui t'empêchent de bien travailler avec eux. Puis, il y a quand même un truc qui se passe plus tard. Et là, ça fait le lien avec Nicolas Dumaré. C'est que tu te rends compte au fait qu'on est des humains, qu'avec nos humains, il y a des émotions, que ces émotions-là peuvent avoir un levier vers le bas ou un levier vers le haut pour développer une activité. Et là, ça connecte à cette première rencontre qu'on a fait, toi et moi, dans un événement que Dorian avait fait. Et d'ailleurs, Dorian, merci pour cet événement. Merci, vraiment. C'est incroyable. Je suis trop content. Et je me rappelle ce moment où on vient à se présenter mutuellement et où je te dis, tu vois les trucs un petit peu perchés et tout. Et je sens que tu as un petit peu d'intérêt pour ça, notamment parce que tu connais Nicolas, mais que c'était pas encore vraiment facile d'en parler à ce moment-là. Pourtant, tu as vécu une expérience avec Nicolas qui a comme ouvert tes chakras à cet endroit-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi et quel impact ça a eu sur ton business et où est-ce que tu en es aujourd'hui de ces découvertes? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, très tôt, vers mes 17 ans, je me suis intéressé au développement personnel. Okay. Mais je le voyais comme un outil pour gagner plus d'argent. Okay. C'était pas pour me développer, être plus heureux ou quoi, c'était vraiment... Comment aller chercher plus d'argent? Comment conditionner mon ordinateur interne? Parce qu'en vrai, on est des ordinateurs. Hein. On fonctionne un petit peu pareil. Hein. CPU, processeur, tout ça, carte graphique. Enfin, on est pareil. C'est juste que, le fonctionnement n'est pas vraiment comparable. Donc, je m'y intéressais. Et du coup, j'étais ouvert à ce type de sujet, mais j'avais jamais expérimenté et je connaissais pas ces personnes. Et un jour, je fais la rencontre de Nicolas. Nicolas Dumaré, que du coup, tu as interviewé aussi. Exactement. Sur le podcast. D'ailleurs, j'ai adoré l'épisode. Hein. Trop bien, à retrouver sur la chaîne. Voilà. Et alors, ce qu'il faut vraiment... La rencontre avec Nicolas, c'est sûrement l'une des rencontres les plus folles. C'est-à-dire que on s'est connus à un événement à Montpellier, au Mas du Cheval. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Voilà. On s'est connus, mais rapidement, on s'était vus. C'était quoi cet événement au Mas du Cheval avec Nicolas? Ruby Chain. C'était un événement Ruby Chain dans la crypto, tout ça. Ah ouais, voilà. Du coup, ça m'étonne moins. Ça m'intéressait pas. Franchement, ça m'intéressait. Enfin non, l'événement était bien, mais c'était pas un sujet qui m'intéressait moi personnellement. Ouais. Et à la fin, je devais rentrer, sauf que j'avais pas de voiture. Et puis il y a un mec qui vient, il dit si vous voulez, je peux vous ramener. J'étais avec ma copine. Ouais. Et moi, j'avais pas envie d'accepter. Comme je dis, socialement, je suis difficile en fait. Ok. Et du coup, je lui avais fait croire, désolé Nicolas, il va la prendre là. je lui avais fait croire que on avait trouvé une solution, sauf qu'on n'en avait pas. Et j'avais pris un Uber en fait. J'avais commandé un Uber, on était rentrés. Mais
Un mois plus tard, c'était le jour du 14 juillet, je vais au feu d'artifice et j'ai un pote qui s'appelle Marc qui me dit « Ouais Léo, il y aura un pote à moi. » Okay. C'était Nicolas. Encore. Et vraiment le truc genre improbable. Ouais. Et il me dit... Là, on s'entend bien. Franchement, on s'entend bien parce qu'il y avait l'autorité vu qu'il connaissait un pote à moi. Oui. On s'entend bien et je vois qu'il est différent de mes autres potes. Genre, il y a un truc. Il est différent. Il y a un truc qui va pas. Ouais. Genre, il est voilà. Et il connaît des trucs que les autres ne connaissent pas. Ouais. Et là, il me dit ouais, la semaine prochaine, genre dans 5 jours, je vais à Dubaï. Et là, je sais pas comment on en est venu à là, et en fait, j'y suis allé. J'y suis allé, on a fait coloc. Ouais. En fait, 5 jours avant, je ne savais pas que j'allais à Dubaï. 5 jours après, j'étais à Dubaï en coloc avec Nicolas. Oh là là. Alors attends, parce qu'on parle à plusieurs reprises de Nicolas, mais pour ceux qui regardent ce podcast et qui ne connaissent pas encore le personnage, comment toi, tu aurais envie de le décrire ? Perché. Bah oui. Non, mais en fait, le mot perché, il a une connotation négative. Ouais. En fait, Nicolas, il est très intelligent. Mais oui. Très cartésien. Ouais. Mais a compris des choses que beaucoup de gens n'ont pas compris. Exactement. Donc en fait, aux yeux des gens, des autres, il peut paraître perché. Pourquoi ? Parce que malheureusement, dans son domaine, le domaine de l'invisible, les énergies et tout, il y a beaucoup de vendeurs de rêves, il y a beaucoup de bullshit. Et du coup, son image est malheureusement liée à celle des autres. Exactement. Mais quand tu le connais, quand tu le connais personnellement, en fait, tu te rends compte qu'il est cartésien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est cartésien, terre à terre, il croit et il rend les choses simples et logiques. Mais du coup, ce truc de Nicolas, il est thérapeute, il travaille des choses dans l'invisible. Et à côté, t'as le gars intelligent, au potentiel logique. En fait, t'as pas l'habitude. Bah, c'est ça. Parce que littéralement, c'est ça, Nicolas. C'est le mec qui peut parler de choses qui peuvent paraître tellement éloignées de tous. Ouais. Moi, le premier, quand il va parler d'énergétique et de trucs comme ça, que derrière, c'est difficilement concevable que la même personne parle de finance avec autant de finesse, quoi. Ouais, voilà. Et c'est le truc qui m'a séduit dans sa personnalité. D'ailleurs, il y a même un truc, c'est que tout ce qui est univers, développement personnel, bien-être, spiritualité, c'est quand même le fond de Roots. Et je dois reconnaître que si je crée ce podcast, c'est parce que la plupart du temps, les professionnels qui œuvrent dans ce milieu-là, essayent de parler à tellement de gens, essayent de convenir à tellement de gens qu'en fait, ils sont beaucoup moins efficaces que des gens comme Nicolas qui sont beaucoup plus affirmés dans leur positionnement et ont des résultats qui sont beaucoup plus efficaces. Donc, je sens que ce qui malmène la vision qu'on a ou les représentations de tout ce qui peut paraître hors cadre et du coup paraître perché, c'est juste qu'il y a des gens qui sont pas assez efficaces et qui donc, du coup ne donnent pas les lettres de noblesse à ce truc-là. Est-ce que tu as besoin d'un mouchoir ? Ouais, je veux bien. En fait, j'allais te le dire et j'étais en train de chercher. Ouais, bon. Système D, hein, parce qu'on est dans le studio. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Merci. Système D, bonjour. En fait, ça me grattait juste. Ok. Voilà. Donc ouais, Nicolas Dumaret, big up. Ouais, vraiment Nicolas. Et attends, parce que là, j'ai dit juste la rencontre. Ouais. Mais Nicolas, en fait, je pense qu'il a... En fait, il a un impact. Les gens qui sont forts dans leur domaine, ils ont des impacts, et moi j'en suis persuadé, sur les autres, mais ils n'en sont pas conscients. Ouais. C'est comme moi, je me suis rendu compte que des fois, j'aidais les gens sans même me rendre compte que j'aidais ces personnes, parce que c'est inconscient. Ouais. En fait, Nicolas, quand j'ai rencontré, il m'a parlé de ses domaines, il m'a parlé du monde invisible, il m'a parlé de tout ça. Et moi, je m'y suis intéressé et j'ai appris à me connaître en profondeur et tout. On avait fait un voyage chamanique. C'était bien. En fait, je savais pas très bien... je comprenais pas trop à cette époque. Ouais. Mais ça avait eu des premiers petits effets. C'est juste que j'allais pas plus loin, en fait. Et je me rappelle, quand on a été à Dubaï, du coup, il m'avait aidé à me conditionner sur la partie argent, mais je sais pas s'il était conscient, en fait. Où je lui avais montré que moi, j'avais des blocages sur l'argent parce que je viens d'une famille qui n'avait pas trop l'argent et du coup, j'avais beaucoup de barrières de croyances limitantes. Et le lendemain, j'ai un webinaire. À la fin, j'ai 16 appels réservés.
pas énorme dans le monde du webinaire, mais sur les 16 appels, je fais 16 ventes à 4 000 euros. Donc là, je me dis, attends, il s'est passé un truc, je lui ai parlé hier de ça, mais même ça, tu vois, en fait, il y a même l'effet placebo d'ailleurs. Est-ce que le fait d'en avoir parlé et tout, en fait, juste j'étais dans le bon environnement, avec la bonne personne, à Dubaï, du coup, automatiquement, t'es avec des gens aussi qui gagnent beaucoup plus, donc ça marchait, mais du coup, je me suis dit, travailler sur ces sujets beaucoup plus perso, c'est hyper important. Et donc, depuis là, en fait, je suis devenu obsédé à devenir la meilleure version de moi-même de jour en jour. Ok. Et ça veut dire quoi de devenir la meilleure version de toi-même pour aujourd'hui ? J'ai peut-être mal dit. En fait, c'est pas la meilleure version de soi-même, c'est juste apprendre à me connaître de plus en plus et libérer un maximum de croyances limitantes. C'est-à-dire que toutes les croyances qui me servent dans la vie, je veux les garder, mais toutes celles qui me sont inutiles, je veux les supprimer. Et pour les supprimer, je vis plein d'expériences, différentes thérapies, des discussions, du travail sur moi-même, de la méditation dans laquelle je vais vraiment travailler sur moi-même. Quand je parle de méditation, c'est pas la méditation du genre j'attends, c'est vraiment je vais un peu plus loin avec mes propres outils que j'arriverai même pas à expliquer d'ailleurs, parce que c'est pas des outils ou des méthodes qui sont forcément expliquées ou quoi, c'est des choses qui m'appartiennent à moi en fait, c'est mes propres outils. Mais du coup, c'est travailler sur moi-même, sur mes relations à différentes choses. Moi, je sais que j'ai deux problèmes majeurs dans ma vie. C'est relation à l'argent, qui vient, c'est transgénérationnel, mais ça va très très loin, il y a très longtemps. Je pense qu'on est nombreux comme ça. Et aussi la blessure du rejet que j'ai envers d'autres personnes, mais surtout envers les femmes. Je sais pourquoi, parce que j'ai creusé et tout. Et du coup, c'est deux choses que j'essaie de travailler. Dans le sens où avant, en fait, je me sentais surtout rejeté par beaucoup de personnes, mais c'était beaucoup plus apparent avec les femmes. Tu sais, c'est les relations, fils, mère, tout ça, voilà. Et du coup, c'est des choses que je travaille et qui étaient des freins, qui le sont encore, mais qui s'apaisent de plus en plus. Et puis voilà. En fait, ça fait partie de mon jeu quotidien au final. J'entends. En gros, si je comprends bien ce que tu dis, c'est comme t'as développé ton activité autour de LinkedIn, qui est aujourd'hui le truc que t'as envie de développer, tout en sachant que dans ton empire, peut-être qu'un jour ce sera autre chose. Et tu te rends compte que ton seul obstacle aujourd'hui à scaler, c'est juste les croyances que t'as à ta non-capacité à scaler. Ah oui. Tu sais, ça c'est fou, et je veux le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens cartésiens, logiques, qui ne croient pas en l'invisible et qui, du coup, sont vraiment bloqués dans le monde physique, qui pensent qu'ils n'arrivent pas à scaler parce qu'ils n'ont pas les bonnes connaissances. Mais en fait, souvent, on n'arrive pas à scaler parce que là-dedans, c'est pas scalable, en fait. Et moi, j'ai fait des séances de différentes thérapies qui m'ont permis de gagner plus d'argent. Mais ça, quand je le dis, les gens, il y en a, ils trouvent ça lunaire. Mais il faut le faire, en fait, pour y croire. Et moi, j'ai des clients que j'accompagne. Là, il y a un jeune que j'accompagne qui s'appelle Yann. Je vais pas dire son nom de famille parce que je sais pas s'il le veut. Et je l'accompagne sur son business. Mais en fait, 50% du travail qu'on fait ensemble, c'est lui, sa relation à la croissance, à l'argent, au développement, tout ça, en fait. C'est pas la technique. C'est pas ce qu'on fait dans mon accompagnement, mais en fait, c'est important au final. Donne-nous un dernier exemple, là. J'ai envie de mettre de clouer ça encore plus fort, là, de changement qui a pu opérer à l'intérieur de toi grâce à quelque chose qui relève du moins rationnel ou moins compréhensible par la rationnelle. Alors, j'ai fait une séance il y a pas longtemps, énergétique, tu sais les séances qu'il fait Nicolas d'ailleurs, groupées en plus. Il y en a plein, ils croiraient pas en ça, tu vois. Sur l'argent et l'abondance. Et moi, comme je dis, je suis bloqué en fait, il y a un blocage. Tu sais, moi, je vois mon corps comme des flux. Il y a le flux de l'amour, des finances, tu vois, il y a différents flux. Même la santé, même si la santé, en fait, c'est relié à tout. Et en fait, au niveau des finances, je sens que c'est bloqué. Il y a quelque chose qui me freine et qui m'empêche justement d'avoir cet empire à 100 millions. Et en fait, j'ai fait une séance
Le lendemain, donc sur l'abondance et l'argent, j'ai eu des propositions incroyables. Mais vraiment de malades, que je peux pas encore dire, mais vraiment qui sortent de ce que j'avais eu jusqu'à présent. J'ai signé beaucoup plus facilement. J'ai fait un webinaire qui était chaotique techniquement, mais qui a été mon record en termes de ratio et de transformation. Donc en fait, je sens que de plus en plus, cet aspect, ce blocage, est en train de se libérer. Et aujourd'hui, vraiment, j'attire l'argent. De plus en plus. Et je sais que c'est pas encore ce que je voudrais, mais de plus en plus, l'argent, je l'attire et j'arrive pas à expliquer pourquoi, mais je l'attire et je le reçois et je suis reconnaissant envers tout ça. Ouais. Donc en fait, au-delà de l'aspect technique, si à un moment ça bloque là-dedans, en fait, t'as beau avoir les meilleures connaissances du monde, tu pourras pas aller plus loin. En fait, c'est ton mental te bloque. Et ouais. C'est tellement précieux ce que tu es en train de dire là. Tu vois, il y a un truc qui est important pour moi. D'ailleurs, je pense que c'est un peu une direction que je vais donner à ce podcast, c'est que j'ai envie de faire passer des gens qui vont parler des outils de thérapie, d'outils comme peuvent les utiliser Nicolas, mais j'ai envie de faire passer des gens comme toi aussi. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a aujourd'hui des professionnels de tout ce qui est développement personnel, de tous ces outils au final, qui peuvent aider à débloquer ce truc-là, qui eux sont extrêmement bloqués sur la notion de faire de l'argent. Ouais. Qui sont bloqués sur la notion d'avoir des clients. Et je sens que le blocage premier, c'est qu'en fait, ils ont un rapport à l'argent qui est peut-être pas bon, alors qu'il y aurait peut-être un câblage à faire à un autre endroit qui serait plus auprès de qui je peux contribuer et avoir comme effet secondaire d'être payé pour ça, quoi. Et donc, c'est impressionnant. Je sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui vient, mais si ton parcours, il est impressionnant parce qu'il illustre que ta capacité à faire de l'argent ne tient qu'à ta capacité à croire que c'est possible. Et j'ai envie que les professionnels du développement personnel et du bien-être se teintent de gens comme toi pour comprendre comment faire pour impacter le monde avec efficience. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais de l'argent, c'est juste la conséquence du fait que tu es un expert dans ton domaine, que tu sais le faire savoir. Alors qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ne savent pas encore le faire. Ouais. Mais en fait... Ah, pardon. Ouais, en vrai, si tu avais un truc à dire à ce profil de personnes, donc ces gens avec lesquels je peux avoir l'habitude de travailler ou de relationner, c'est qu'est-ce que tu pourrais leur dire qui leur permet de bouger à cet endroit, genre? En fait, la partie financière, je l'illustre avec 2 concepts. Ouais. Tu as ton flux financier. Qu'est-ce que tu es capable d'attirer en termes de finances? Il y en a, ils sont réglés sur « je vais gagner 1 500 € par mois ». Il y en a, ils sont réglés sur « je vais gagner 10 000 € par mois ». Les gens qui gagnent 10 000 € par mois, tu peux tout leur enlever, ils arriveront rapidement à regagner 10 000 € par mois. Mais pas 20 000. Les gens qui gagnent 1 500, toute leur vie, tu sais pas pourquoi, ils vont réussir à gagner 1 500 € par mois. Il y en a, ils vont avoir, tu sais, tu vas gagner, c'est pas parce que tu gagnes 3 000 € de plus, 300 € de plus ou quoi, que au final, t'as ton flux financier. Et ensuite, t'as ton contenant financier. Il y en a qui ont un trou, ils n'arrivent pas à garder de l'argent. Tu peux leur faire gagner 1 500 € par mois. À la fin du mois, il restera 0. Demain, tu peux leur faire gagner 3 000 € par mois. À la fin du mois, il leur restera 0. Parce qu'ils n'ont pas travaillé leur contenant financier. Donc, comment faire fructifier cet argent et comment utiliser l'argent comme un outil? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit les gens qui sont pauvres, tu peux les faire gagner au loto. En fait, l'argent, ils vont pas réussir à le garder. Et plus ils gagnent de l'argent, plus leurs dépenses augmentent. C'est pour ça qu'on a des gens riches financièrement qui sont pauvres au final. Il y a des footballeurs qui, oui, ils gagnaient, je sais pas moi, 20 millions par mois ou quoi. En fait, ils ont fini leur vie dans la merde. Parce que c'est pas s'ils avaient de l'argent qu'ils étaient riches. Donc en fait, pour moi, il faut redéfinir cette notion de la richesse. La richesse, c'est pas ce que tu as, c'est est-ce que tu es capable d'accueillir cet argent et de le faire fructifier. En fait, c'est ça la vraie richesse. Parce que demain, t'enlèves tout l'argent d'Elon Musk. Tu lui enlèves sa notoriété. Je peux t'assurer qu'il va réussir à redevenir milliardaire. Carrément. Parce qu'il est programmé sur le milliard, sur les milliards. Et si c'était sur le million, il est programmé sur le million. Donc en fait, à ces gens-là, tu peux tout leur retirer et ils regagneront. Donc c'est ce flux financier, qu'est-ce que tu es capable d'attirer? Et le contenant financier, qu'est-ce que tu es capable de garder et de faire fructifier? Carrément. Garder, ça veut pas dire faire grossir son compte bancaire. C'est comment augmenter, je sais pas, avoir un meilleur style de vie, sans forcément finir stressé à la fin du mois à chaque fois. C'est ça. Et tu vois, il y a quand même, on arrive quand même dans un moment de notre société où les thérapeutes sont importants. Parce que
Il y a les politiques gouvernementales, en tout cas en France aujourd'hui, elles jouent beaucoup sur la peur, maintiennent le pouvoir sur la peur, la peur de qu'est-ce qui pourrait nous arriver si on se positionne par rapport à un gouvernement qui nous plaît pas, etc. Et demain, si les professionnels de tout ce qui est développement personnel et bien-être viennent à apaiser tout ce qui relève des peurs des gens, en fait, il y aurait moins de prise sur ces trucs-là, il y aurait moins de conflits parce que justement, il y aurait des gens qui seraient souverains et qui prendraient position sans être contraints. Je suis peut-être un peu dans mon côté utopiste là-dedans, mais je me dis, si demain les professionnels du bien-être arrivent à se positionner d'une façon qui est juste, ils seront payés pour ça, notre société ne pourra aller que dans le bon sens, quoi. Donc voilà, c'est mon petit appel de faux. Tu sais que pour moi, il y a 2 types de coach business, mais pour moi, les meilleurs coachs business, ce sont des thérapeutes qui n'y connaissent rien au business. En ce moment, je suis un accompagnement EMDR avec une femme qui connaît rien au business, mais qui m'aide sur ma partie relationnelle avec l'argent. Et en fait, je sais que ça va me faire gagner plus d'argent. Mais c'est fou de dire ça, qu'une thérapie peut te permettre de gagner plus d'argent. Carrément. Mais en fait, à partir du moment où les gens auront compris que ce qui se passe à l'extérieur, c'est le reflet de ce que tu as à l'intérieur, en fait, ils auront tout compris. Carrément. Si demain, je sais pas, t'es bordélique chez toi, c'est peut-être qu'à l'intérieur, c'est bordélique. C'est pas une science infuse, hein, mais en fait, ce que tu as à l'intérieur, quand c'est le bordel, que t'arrives pas, que même dans ta vie, c'est le bordel, ou alors que, je sais pas, moi, t'as des amis qui sont, je sais pas, moi, un petit peu négatifs ou toxiques. Peut-être qu'à l'intérieur de toi-même, t'es toxique avec toi-même et du coup, t'attires ces personnes. En fait, tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est imprimé. Moi, j'aime bien parler de manière logique, tu sais, ordinateur. C'est ce qui se passe à l'intérieur, tu imprimes. C'est un projecteur de ton résultat à l'extérieur. Carrément. Il y a un truc qui est marquant, c'est pendant une grande partie de ma vie, j'étais convaincu que je plaisais pas aux femmes. Et du coup, je vivais l'expérience que je ne plaisais pas aux femmes. Et un jour, il s'est passé un switch complètement fou dans ma tête, où en fait, j'étais plus en train de chercher à plaire aux femmes, où en fait, j'étais juste dans la présence avec moi-même et je me suis rendu compte que je plaisais aux femmes. Et à partir de là, ma vision a changé et je me suis rendu compte que j'attirais beaucoup les femmes. Et ce que je me dis, c'est qu'à l'époque, parce que ma tronche, elle n'a pas changé, ma personnalité, elle n'a pas changé énormément, mais j'étais la même personne, sauf que je voyais pas que je plaisais aux femmes, versus maintenant où je vois que je plais aux femmes, et je me dis que le business, c'est la même chose au final. En fait, dans le business, c'est exactement pareil. Quand tu cherches quelque chose et que tu sais, il y en a, ils mettent beaucoup d'intention sur sortir de la pauvreté. Sauf que plus tu vas mettre l'intention sur sortir de la pauvreté, plus tu vas rester dans ce schéma de sortir de la pauvreté, et toute ta vie, tu travailleras sur sortir de la pauvreté. Alors que si tu trouves des moyens simples, logiques d'attirer l'argent, de gagner de l'argent, toute ta vie, tu voudras gagner et augmenter, et tu seras plus concentré sur sortir de la pauvreté. Parce que, en fait, en voulant sortir de la pauvreté, tu gardes cette identité, je suis pauvre, et je veux en sortir. Des fois, ça marche, mais c'est très rare. Toi, à l'époque, t'avais l'identité, je sais pas si j'utilise les bons termes, mais tu avais ce truc de tu veux attirer les femmes, du coup, tu restais sur cette logique, je veux attirer les femmes. Et du coup, à vie, t'allais vivre avec je veux attirer les femmes. Les gens qui veulent, tu sais, il y en a, ils disent je veux arrêter de fumer, je veux arrêter de fumer, je veux arrêter de fumer. En fait, la première chose, et je l'ai souvent dit, moi, à des amis qui voulaient arrêter, c'est déjà ne te considère pas comme un fumeur. T'es pas un fumeur. Là, oui, tu fumes, t'es pas un fumeur. Parce que si tu veux arrêter de fumer, à vie, tu vas vouloir arrêter de fumer. Carrément. Donc, et je pense que ça marche dans beaucoup de choses. Encore une fois, j'ai pas la science infuse, je suis pas thérapeute ou quoi, mais en tout cas, c'est des choses que j'applique pour moi et qui, pour moi, me paraissent logiques. Simplement. C'est hyper simple, en fait. Il n'y a pas plus compliqué. Et la vie, c'est qu'une histoire d'intention, je pense. En fait, la base de tout, c'est l'intention. Si tu as l'intention d'être riche et que tu y crois vraiment et que tu as la foi et que vraiment en fait, t'en es persuadé, en fait, tu peux le devenir. Alors que si tu es persuadé que tu es pauvre, tu resteras pauvre. Et c'est là que c'est vicieux, parce qu'au final, on ne sait pas quelle est réellement l'intention qu'il y a derrière. Je veux dire, si l'intention, c'est de devenir riche, comment est-ce qu'on arrive à la distinguer de « je veux pas être pauvre » et que je ne suis pas en train de me battre contre le fait que je suis pauvre, tu vois ? Après, c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui vont prendre au mot. En fait, l'intention seule ne suffit pas. L'intention, elle précède l'action. Si derrière ton intention, il n'y a pas de l'action, que tu fais pas les choses,
tu peux, tu sais, il y en a, ils disent, ouais, faut manifester et tout. C'est bien, ok, manifeste ce que tu veux dans la vie, mais si derrière, tu n'as pas d'action, ça sert à quoi? Je sais pas si tu as déjà vu. Moi, je vois des vidéos, des fois, c'est lunaire. Vraiment, des fois, ça me gave. Je me dis, mais il y en a, en fait, ils se font de l'argent sur la méconnaissance des gens. Dans le genre où tu as des comptes TikTok, je suis sûr que tu en as déjà vu, qui disent, ouais, tu veux gagner de l'argent, faut manifester. Juste écris, fais ci, fais ça, et tous les matins, tu te le répètes. Mais à aucun moment, ces gens, ils te parlent de l'action qu'il y a derrière. C'est comme si là, tu manifestais pour faire ton podcast. Mais si tu vas pas l'acheter, ce micro, si tu fais pas ça, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc, c'est pour ça que, en fait, encore une fois, la vie, c'est logique. C'est intention, action, aussi la foi. Vraiment, tu crois en toi. Quand je parle de foi, c'est pas Dieu ou quoi, c'est vraiment en toi. Tu crois en toi. Et ensuite, je pense que ça peut faire de belles choses. Je suis d'accord. Ce serait un peu comme vouloir faire de la poterie, ne faire que apprendre à faire de la poterie sans acheter de glaise. Ouais, en fait, c'est ça. Ça sert à quoi? Il manque un truc. Ouais, c'est comme si demain, tu as un potager, tu l'arroses tous les jours, mais tu mets pas de graines. En fait, tu peux l'arroser. Donc, c'est la manifestation au final. T'arroses. Alors oui, sauf s'il y a des oiseaux qui passent et qui migrent et qui lâchent des graines. C'est possible. Faut être très fort. Et ça, c'est le hasard. Parce que dans la vie, il y a du hasard. Tu vas avoir de la chance. Donc, la personne, oui, c'est vrai qu'elle a manifesté cette chance, notamment comme quelqu'un qui joue au loto, mais tu peux pas dépendre du hasard. Carrément. Moi aussi, il y a des choses, j'ai eu de la chance, mais en fait, à la fin de ta vie, ce qui a fait que tu en es là, c'est pas la chance, c'est ce que tu as fait. Carrément. D'ailleurs, il y a un autre truc, une question que j'ai envie de te poser là, c'est que je vois que toi, il y a une ouverture qui se fait de plus en plus grande là en quelques mois, parce que ça fait combien de temps qu'on s'est rencontrés maintenant? C'était en avril dernier, il me semble, non? Je sais plus, moi, vraiment, les dates. Ouais. Mais en tout cas, j'ai la sensation que ça fait pas excessivement longtemps, et je vois le gap de ton ouverture entre il y a quelques mois où on s'est rencontrés et là maintenant sur ces sujets-là, et à quel point c'est devenu évident pour toi. On était en train de discuter tout à l'heure avec Grégory Ollier, qui est aussi passé dans le podcast, qui disait on est rentré dans une période où les ouvertures se font plus naturellement chez les gens en général, et je trouve que tu l'illustres très bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ton business, tu t'es rendu compte que la prochaine limite, c'était cet endroit de friction entre ta croyance et la réalité. Je crois que j'ai envie juste de me servir de cette illustration-là comme pour asséner une nouvelle fois le fait de c'est important pour les professionnels qui relèvent du prendre soin de ces blocages-là, de ces limites-là, que c'est le temps de se réveiller, de commencer à mettre en place les bons systèmes pour se faire connaître. Et peut-être que c'est là où j'ai envie d'en venir avec ce sujet-là, c'est que est-ce que d'un point de vue strictement LinkedIn, il y aurait un conseil que tu aurais envie de donner à ces professionnels-là comme un élément de la recette qu'ils puissent commencer à mettre en œuvre maintenant, qui derrière pourrait être potentialisé en travaillant avec toi, mettons? Ouais. Alors déjà, juste, je vais revenir sur ce que tu as dit, qu'il y a quelques mois, j'étais moins ouvert à ce sujet, et en fait, je vais même aller plus loin. C'est qu'il y a quelques mois, c'est pas que j'y croyais moins ou que j'étais moins ouvert, c'est que j'osais pas en parler. Parce que justement, j'avais peur des répercussions. Tu sais, le fait de parler de tout ça, les gens, ils peuvent se dire, mais lui, il est perché, je vais pas aller vers lui, c'est nul. Dû à ma blessure du rejet, tu sais, où vraiment je me sentais rejeté. Maintenant, je m'en fous. Franchement, je parle aux gens maintenant, je dis ce que je pense, je m'en fous complètement. Je te plais, tant mieux, je te plais pas, tant pis. Tu vois, c'est comme ça. J'ai vraiment appris que dans la vie, de toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, les personnes qui ont le plus de succès dans la vie sont les personnes qui ont le plus de personnes qui ne les aiment pas au final. Voilà. C'est sur 8 milliards, plus de 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Si tu commences à plaire à la majorité, peut-être qu'il y a un souci dans ta vie, parce que tu peux pas plaire à autant de personnes, parce que chaque personne est différente. Donc, juste c'était pour rectifier ça. Et ensuite, par rapport à LinkedIn, en fait, moi, je vois LinkedIn et le business, parce que LinkedIn, c'est qu'un outil. Mes clients, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Ils veulent signer des clients, tout simplement. J'accompagne mes clients à utiliser LinkedIn pour avoir plus de clients, augmenter leur chiffre d'affaires, etc., de manière simple. Ce qu'ils veulent, le résultat, c'est les clients. LinkedIn, ça pourrait être TikTok, YouTube. Ils s'en foutent complètement, c'est l'outil. Donc moi, j'attire mes clients par le résultat. Et ensuite, je dis, il va falloir utiliser LinkedIn. Donc ça, c'est pour ça que je me considère comme un coach business et pas un coach LinkedIn. Coach LinkedIn, ça va t'apprendre à faire des publications, à faire des vues et tout. Moi, c'est pas mon cas, vraiment, je les accompagne avant tout à avoir une offre qui va se vendre,
qui va attirer et surtout qui va pouvoir avoir un business prédictible, scalable, etc. Dans mon système que j'utilise dans mon business, il est assez simple. En fait, le chiffre 3, tu verras, il va être hyper important. Déjà, tu as 3 piliers à travailler sur LinkedIn. Ton profil, c'est ta base de conversion. Si ton profil LinkedIn n'est pas le miroir de ton client idéal, il ne se reconnaîtra pas, il ne viendra pas. Avant tout, tu dois travailler ton profil parce que tu peux faire venir le maximum de personnes, avoir plein d'abonnés et tout. Si ton profil ne parle pas aux gens, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des influenceurs qui ont 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés. Au final, ils ne font pas d'argent. Donc vraiment, ton profil LinkedIn, pense-le comme le miroir de ton client idéal. Donc pilier numéro 1. Pilier numéro 2, le contenu. Une fois que tu as une base qui convertit, donc ton profil, il faut attirer du trafic. Mon image est simple. Imagine demain, tu ouvres la meilleure chocolaterie, mais que tu fais des vitres teintées et qu'il n'y a pas de porte. Tu as beau avoir le plus beau profil, donc les plus beaux chocolats, les gens ne viendront pas. Donc, tu dois avoir du trafic, tu dois avoir des portes d'entrée. Tes contenus, il faut les voir comme plein de portes qui vont mener sur ton profil. Et il n'y a pas que tes contenus LinkedIn, hein. Ça peut être tes vidéos sur YouTube, ça peut être des interventions comme là, sur d'autres chaînes, ça peut être plein de choses. C'est des portes qui mènent vers le profil. Donc ça, c'est le deuxième pilier, les contenus. Et ensuite, le troisième pilier, c'est la conversion. Et la conversion, c'est tout ce qu'il y a après le profil. C'est ta page de vente, c'est un lead magnet, une ressource offerte, une conférence, quelque chose qui va attirer les gens dans ta liste email. Et c'est dans ta liste email, justement, que les transactions vont se faire. Donc, je répète les 3 piliers, profil, contenu, conversion. Maintenant, pour le profil, il y a 3 choses qui sont importantes. Tu vois, encore une fois, le chiffre 3. Tu as la bannière, puisque la bannière, en 3 secondes, on doit comprendre exactement ce que tu fais. C'est même pas ta carte de visite, c'est vraiment ta présentation. Moi, aujourd'hui, tu vas sur mon profil LinkedIn, tu comprends directement ce que je fais. Ensuite, la photo de profil, qui est ta signature, c'est comme ça qu'on va te reconnaître. Et ensuite, ta biographie avec appel à l'action. Donc, 3 choses hyper importantes. Donc ça, c'était le profil. Ensuite, sur les contenus, tu as 3 types de contenus hyper importants. Tu as les contenus humains, quand tu as parlé de toi, du storytelling, etc., comme je le fais aujourd'hui. Tu as les contenus expertise. Donc le contenu humain, il va attirer. Il attire. Le contenu expertise, où tu parles de tes sujets d'expertise, il va qualifier. Et ensuite, tu as les contenus conversion, offre, où tu vas mettre en avant ton offre. Et donc, encore une fois, 3 types de contenus. Et puis finalement, la conversion, tu as 3 façons d'attirer les gens. Tu as soit aller chercher des inconnus, ça me plaît pas. Tu as soit aller chercher des personnes dans ton audience, ça me plaît. Tu vas aller contacter des gens qui ont liké, qui ont commenté, qui ont visité ton profil, tu vas leur envoyer un petit message. Ça, j'aime bien. En général, si j'envoie 10 messages, j'ai 8 réponses. Et sur les 8 réponses, j'ai 4 rendez-vous. Et sur 4 rendez-vous, j'ai 2 closings. Il me suffit d'envoyer 10 messages sur LinkedIn pour faire 8 000 € hors taxe de chiffre d'affaires. Et ensuite, la dernière façon, c'est le luxe. Et c'est ce qui me rapporte 80% de mon chiffre d'affaires. C'est l'inbound. C'est le fait de poster. Les gens vont voir tes publications, ils vont arriver sur ton profil. Et d'eux-mêmes, ils vont réserver un rendez-vous. Parce que moi, aujourd'hui, c'est des closers qui prennent les rendez-vous. Et ils vont devenir clients sans même ton intervention. T'as pas eu besoin de les contacter, t'as rien eu besoin à faire. Et au final, c'est très simple. Encore une fois, c'est juste des piliers avec les sous-piliers. Et ce que je dis en général à mes clients, c'est ma méthode, elle est simple. C'est comme louer une salle de sport, aller à la salle, c'est simple. Mais par contre, faire pratiquer tous les jours, c'est difficile. Et en fait, mes clients, ce qu'ils payent, c'est pas la méthode en elle-même. Ça, je la donne gratuitement. C'est très simple. Tu sais, je vends pas du rêve du genre, ouais, je vais te faire découvrir une méthode miracle. C'est pas miraculeux ce que je fais. Hein. C'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. Mais par contre, je les aide à l'appliquer rapidement, à prendre les bons raccourcis. Parce que nous, on a les bonnes données derrière. Trop bien. C'est voilà une petite masterclass LinkedIn. Carrément. Offerte. Une petite masterclass. Et j'ai vraiment envie d'appliquer ce que tu dis aux gens qui peuvent tomber plus facilement sur ce genre de podcast, parce que à ce jour, c'est plutôt le profil, tout ce qui est développement personnel et bien-être qui voit ce genre de contenu. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie,
Au final, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, le plus gros de ton trafic se fait par l'inbound, donc les gens qui voient tes contenus et ces choses-là. Pour moi, ça, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le bouche à oreille. Et les gens attendent, dans le milieu du développement personnel et du bien-être, que le bouche à oreille s'active sans avoir fait tout le travail que tu as fourni en amont de faire connaître ton nom et de partager régulièrement des contenus qui viennent alimenter les gens à l'endroit, qui leur donnent envie d'écouter, qui te rendent sensible à ton message. Donc j'ai vraiment envie que les gens entendent ça, que c'est l'effet secondaire, mais que c'est un long travail que tu as mis en œuvre. En fait, à notre époque, je pense que le podcast, au final, il sera intemporel. Il y en a qui vont l'écouter même en 2028, 2030, on ne sait jamais. Inch'Allah. On espère. Il y a un truc qui est important, et je pense que c'est la chose la plus importante, c'est le personal branding. C'est toi-même, puisqu'aujourd'hui, il y en a plein qui parlent de on se fait remplacer par l'IA, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit n'importe quoi et tout. Et en fait, ces gens, ils ont peur de se faire remplacer alors que l'IA ne te remplacera jamais. Elle va remplacer des métiers, des spécialités. Ouais. Moi, pourquoi j'ai pas peur de l'IA ? Parce qu'il y en a plein qui me diraient oui, mais Léo, l'IA, elle va écrire des posts LinkedIn. Tant mieux, mes clients, ils pourront rédiger des posts LinkedIn rapidement. Ouais. Oui, mais Léo, l'IA, elle va faire des bannières automatiquement. Tant mieux, ça me fera moins de charge. J'aurai pas besoin de le faire, ce sera une IA qui le fera. Par contre, l'humain, la personne qu'ils ont payée pour passer à l'action, c'est différent. T'imagines si demain, tu comptais sur ChatGPT pour te coacher à aller au sport ? Bah, au final, est-ce que tu trouverais que ChatGPT est vraiment légitime par rapport à ton coach sportif qui vient toquer chez toi et dit « Oh, sors, bouge-toi le cul, on va au sport ensemble. » En fait, c'est ça qu'on paye, c'est l'humain. C'est pour ça que le personal branding est important et il faut capitaliser sur ta personne, donc te mettre en avant. Si tu te mets pas en avant, il y a des gens qui vont le faire à ta place, ils prendront ta place et oui, bah, là, tu peux avoir peur de l'IA, de tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux et tout. Par contre, si tu capitalises sur ton image, que tu essaies au maximum de poster sur les réseaux, de faire connaître, aller dans des événements, faire des podcasts, des trucs comme ça, en fait, tu n'auras jamais de soucis. Elon Musk, il n'aura jamais de soucis. Et d'ailleurs, c'est le gars le plus détesté sur Terre. Avec Trump, Poutine, je sais pas lequel est le plus détesté, mais en tout cas, moi, j'adore Elon Musk. J'ai pas dit que j'aime ce qu'il fait, mais le personnage, le gamin qu'il est, à quel point des fois il fait des trucs ridicules et tu sais, c'est un enfant milliardaire en fait. C'est un gosse dans sa tête. Carrément. C'est un peu le côté que j'aime bien. Mais en fait, ces gens-là, ils auront jamais de soucis parce qu'ils ont une personnalité tellement forte que même s'il y en a plein qui les détestent, il suffit qu'il y en ait une petite partie qui les adore. En fait, c'est ces personnes qui vont faire ton chiffre d'affaires. Et dans ton audience, tu connais la loi de Pareto, il n'y a même pas 20% de ton audience qui fait la plupart de ton chiffre d'affaires, donc 80%. Et encore, hein, là, on parle d'une loi de Pareto, genre 1% pour 99%, tu vois. Carrément. Donc, au final, tu t'en fous qu'il y ait des personnes qui... Je suis un peu parti dans un autre sujet, là, mais au final, c'est important. Ouais, je suis d'accord. Parce que aujourd'hui, je trouve que les gens qui n'osent pas publier sur les réseaux sociaux, c'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à le faire, c'est qu'ils n'osent pas parce qu'ils ont peur de dire n'importe quoi. Alors que si on dit un truc, c'est qu'on le pense et il faut oser le dire. Carrément. Il y a un truc que j'ai envie de prendre en exemple dans la conversation qu'on a eue, c'est que tes premières formations, tu les as faites dans une caravane avec un petit chauffage à la con. Tu sais que je suis dégoûté. J'ai pas de photos dans la caravane. J'aimerais trop. Ce serait incroyable pour mes posts LinkedIn et tout. J'avoue. J'ai pas de photos parce qu'à l'époque, justement, j'étais le gars pas sur les réseaux sociaux et tout, mais j'aurais tellement des belles photos là dans la caravane avec il y avait des cochons et des vaches derrière. Surtout des cochons. Incroyable. Ce que je trouve incroyable, tu vois, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont bloqués à un endroit et qui vont pas se lancer et ton histoire, elle illustre ça, qu'il y a un endroit où même si tu avais très peu de ressources, bah en fait tu as commencé à œuvrer pour une communauté qui te ressemblait, donc les créateurs de jeux vidéo à l'époque, jusqu'à aujourd'hui où tu vas aider des créateurs de contenu sur LinkedIn à faire connaître leurs activités, leur savoir-faire. Et d'ailleurs, il y a même ce podcast, c'est l'illustration de ça. Dans le sens où au tout début, c'était un podcast, enfin un studio tout pourri, mais il m'a donné l'opportunité de créer les premières choses. Même aujourd'hui, la caméra qui est juste derrière moi, c'est pas la meilleure caméra qui soit. N'empêche qu'on s'en fout, ça fait le taf. C'est le fond qui est important. Exactement. Et tu t'as dit un autre truc aussi, c'est que l'intention ça suffit pas et que du coup il doit y avoir les actions. Et justement, dernièrement, ce qu'on a fait avec le 5 décembre,
Donc l'événement hors cadre qu'on a créé à 5, là, on n'avait pas les compétences. On a... Ah, ça, j'ai envie de rebondir sur ça. Ah, Parce qu'en fait, tu me fais penser à un truc. ouais, L'autre fois, j'ai pris conscience de ça. ouais. Désolé si je te coupe. Si. Mais je pense que même toi, ça va te rassurer sur... Parce que tu me parles la caméra, là. Ouais. En fait, avant, pour se démarquer, il fallait faire les choses hyper belles. Mhm. Parce qu'il y avait une grosse barrière à l'entrée. Ouais. Le fait de faire des trucs incroyables, beau personal branding, bien habillé, Rolex, belle voiture, des gros bureaux, le logo de ta boîte, tout ça, tu sais, les personal branding forts, c'était puissant. Aujourd'hui, c'est simple. Aujourd'hui, avec l'IA, tu peux avoir des belles photos. Voyager, c'est beaucoup plus accessible. Tout ça, c'est devenu banal. Aujourd'hui, on peut tous avoir une vie de milliardaire sur les réseaux sociaux. C'est très simple, en vrai. Par contre, les gens qui font du simple, du moche, des trucs où on voit qu'il y a un humain derrière, en fait, c'est eux qui se démarquent maintenant. Avant, ces gens-là, c'était ceux qui intéressaient le moins. Ouais. Maintenant, ceux qui reviennent à l'authenticité extrême. Moi, aujourd'hui, avec mes stories Instagram, je suis exprès de montrer un petit peu les trucs, tu sais, les coulisses de mon business, ouais. les conneries que je peux faire, tout ça. En fait, les gens, ils connectent à fond. Alors qu'avant, je me rappelle quand j'ai démarré sur Insta, parce que j'avais déjà eu un compte à l'époque que j'avais supprimé, il fallait faire du beau, il fallait montrer tes vacances à Dubaï et tout. Donc en fait, là où avant, il fallait faire les choses parfaites, bah demain, ceux qui vont gagner, c'est les gars qui se posent sur une table, ils mettent une caméra, leur iPhone, ils se filment, et il y a du fond. Ouais. Parce que on va être de plus en plus, selon moi, des psychopathes de l'IA, dans le sens où les gens vont de plus en plus utiliser, et on va tous à chaque fois se dire, mais est-ce que ce que je suis en train de regarder, c'est pas de l'IA ? Alors que la personne qui fait un truc très simple, bah en fait, t'as pas ce truc, c'est OK, là on voit. Là on voit, c'est Léo qui est en train de parler dans un podcast, il a été invité sur le podcast Roots, tu vois, c'est simple. Ouais. Et pour moi, la simplicité, ça va gagner. Carrément. Le personal branding, l'authenticité. Il y a, en complément de ce que tu viens de dire, il y a, comment il s'appelle, François Denis, qui est passé sur le podcast aussi pendant la promotion de Hors Cadre, ouais. Qui disait que les business qui ont vocation à durer dans le temps, ce ne sont plus les mastodontes qu'on connaît aujourd'hui, qui sont des colosses au pied d'argile, mais qui sont les petits business qui peuvent pivoter très facilement, ouais. Au regard de comment le monde évolue, sachant qu'il évolue de plus en plus vite, à plus forte raison, ouais. Aujourd'hui avec l'IA, donc je suis 100% d'accord avec ça. Aujourd'hui, il y a des business tout petits qui font des dizaines, centaines de millions à 10. Je sais plus c'est quel logiciel. Un truc genre Paloom ou un truc comme ça, ils sont très peu. Ils font un fric monstre, ils sont 4. Ouais. Et ils sont valo presque le milliard, il me semble. Si je trouve la source, je te l'enverrai. Ouais, je me rappelle plus. Je l'ai, je sais que je l'ai sur mon ordinateur. Ouais. Et d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai rencontré un jeune qui a 18 ans. Et à 16 ans, il avait déjà commencé. En fait, il est seul, il fait des SaaS, il gagne 100K par mois, seul sur son ordi. Ça part. Incroyable. Et vraiment, les trucs qu'il fait, c'est simple. Il s'est pas compliqué à aller chercher. Non, il répond à un besoin. À partir du moment où on sait répondre à un besoin, donc on crée l'audience, on répond aux besoins de cette audience, en fait... avoir un business, c'est très simple. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, avoir un business, c'est simple. Pas besoin de techniques miracles, de marketing, de trucs, de machin. Moi, à l'époque, je m'étais un peu fait avoir par ce marketing, à vouloir faire tout d'incroyable et tout, des méthodes, des techniques miracles. Pas du tout. Aujourd'hui, j'ai un système simple. Nicolas, il m'a pas mal ouvert l'esprit sur ça aussi. Parce que le gars, il a débarqué sur Insta. Il a fait des pages de vente, désolé Nicolas, très basiques. Et ça marche. Bah ouais. Ben, en fait, quand tu vois à côté qu'il y a plein de gens qui se cassent la tête à faire des trucs copyrightés, hyper compliqués et tout, et qui n'y arrivent même pas, ouais. Ça prouve bien que les gens, en fait, maintenant, ils veulent juste avoir une réponse à leurs besoins, à leurs problématiques. Exactement. Trop cool. On est moins dans la forme, on est dans le fond, en fait. En fait, on est dans l'époque du fond. Les gens, ils veulent du fond. Moi, quand je regarde des podcasts, je regarde pas des beaux podcasts, je regarde des podcasts de 3 heures, mal montés, qui parle vraiment d'un sujet qui m'intéresse, que ce soit sur le business, la psychologie, plein de trucs, mais vraiment très
approfondis au final. Bah ouais. Merci de dire ça. Et d'ailleurs, ça vient confirmer quelque chose, c'est que, comme je disais, on n'était pas formés pour faire ce qu'on a fait avec Hors Cadre, donc cet événement qu'on a fait au Casino de la Grande Motte là. Et on a une succession de trucs pas ouf, tu vois, on voulait attirer 1000 personnes. Au final, dans la salle, le jour même, on a eu un peu plus de 150 personnes. Et il y a un gap. Mais par contre, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que l'expérience vécue, c'est qu'on était 300 dans la salle. L'expérience vécue, c'est que on a des gens qui nous ont fait des retours comme quoi ils avaient passé un moment qui était incroyable. Et d'ailleurs, ça m'a un peu surpris parce que moi, j'ai surtout vu que je me suis trouvé à chier. Et tu vois toujours le négatif. Hein. Ouais, j'étais vachement... Quoi qu'on veuille. J'étais obnubilé par ça. Mais surtout, le truc qui était trop cool, c'est que le jour de l'événement, il y a un homme qui s'est mis à s'intéresser très sérieusement à ce qu'on faisait, alors qu'au début, je suis pas sûr qu'il nous ait pris très au sérieux, qui va nous suivre pour la suite. Et tu vois, un autre truc que je trouve formidable, c'est que on a commencé à faire des choses ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai vu de quoi tu étais capable. Je suis venu en te disant, mec, vas-y, est-ce que tu aurais des conseils? Est-ce que je pourrais acheter du service auprès de toi pour faire des choses? Et puis au final, on en est là aujourd'hui à faire ce podcast. Ouais. Et au final, n'ayons pas peur toi qui regardes ce podcast, qui nous écoute, n'aie pas peur, lance-toi, fais des choses. Et parce que tu auras posé l'intention avec clarté, que tu vas mener des actions, tout ne va pas forcément fleurir comme tu l'espérais, mais ça va fleurir au-delà. Ouais. En fait, chaque action que tu fais, qu'elle t'apporte ou pas le résultat voulu, il y aura, on en parlait tout à l'heure, des bénéfices secondaires. Et ouais. C'est pas le même concept, mais en fait, chaque chose que tu fais, même si tu sens qu'au final, je sais pas, tu voulais gagner tant, t'as fait un lancement, ça n'a pas fonctionné, en fait, tu l'as fait quand même. Tu as peut-être attiré de nouvelles personnes qui deviendront clients plus tard. Ouais. Tu as eu une nouvelle compétence. Voilà, il y a des outils que tu as développés. Donc, tout est important. Carrément. Chaque chose qu'on fait a une vraie importance, en fait, dans notre chemin entrepreneurial, puisque l'entrepreneuriat, et quand je parle d'entrepreneuriat, il y a autant le côté business que personnel, parce qu'on peut entreprendre dans sa vie perso, mais entreprendre dans sa vie professionnelle. On peut entreprendre à, je sais pas, avoir une belle famille, une super maison, mais on peut entreprendre à avoir un business qui rapporte de l'argent. Donc, chaque chose sur ta vie entrepreneuriale, au final, ça ajoute un bagage qui te servira plus tard. Exactement. Et en fait, tu t'en rendras même pas compte. Mais plus tard, il y a un truc que tu as utilisé, une connaissance qui va te permettre de débloquer des niveaux, vu que je vois ma vie comme un jeu vidéo, et t'en auras pas conscience au final, mais c'est important. Carrément. Léo, vas-y. Non, j'allais dire, ça fait très bullshit dev perso ce que je dis, mais en fait, c'est tellement simple. Il n'y a pas besoin de le rendre plus compliqué que ça, en fait. 100% d'accord avec toi. Léo, je te propose qu'on arrive à la fin de ce podcast. Qu'est-ce que... Ça fait un petit moment, là, non? Oui, je pense. Hein. Je sais même pas, on a commencé à quelle heure? C'est une très bonne question. Il est 16h39, on a commencé à 15h15, 15h30. Ouais, bon, ça doit faire 1h, 1h30. Un truc comme ça. En tout cas, ça me fait plaisir. J'ai jamais envie de faire des contenus longs. C'est les contenus qui me plaisent le plus. Donc, ouais, moi, j'adore. Ouais. Et au-delà du résultat, comme je t'ai dit, le fait d'échanger. Parce que même pour nous, du coup, on se dit des trucs qu'on s'était jamais dit. Donc, c'est incroyable. Je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu aurais envie d'amener comme chose à retenir du coup de ce podcast-là? Alors, je vais parler aux personnes que je connais le plus, les entrepreneurs. Mais un thérapeute qui cherche des clients, c'est un entrepreneur. Donc en fait, je vous parle aussi à vous. Si vous voulez avoir des résultats dans votre business, ce qui est important, c'est pas juste de travailler sur votre business, c'est de travailler sur vous et votre business, puisque votre business n'aura jamais de résultats si vous ne travaillez pas sur vous. Et c'est pour ça que je le dis, dans la vie, on doit toujours avoir 2 coachs business. Le coach perso qui va travailler sur notre propre business interne et le coach qui va travailler sur l'externe. Moi, aujourd'hui, je suis un coach externe. J'aide les gens dans la technique de leur business. Mais tous mes clients, je leur dis, quand je vois qu'il y a des blocages, je leur dis, mais vois un psy, vois un thérapeute, enfin, vois ce que tu veux, mais travaille sur toi. Fais quelque chose qui te permettra d'avoir des résultats parce que je peux faire ce que je veux. Là, je vois que tu as un vrai souci dans le mental qui te bloque et je peux faire ce que je veux. Je peux copier-coller mon business, le mettre dans ton business, ça ne marchera pas parce que tu es trop bloqué. Je pense que rien qu'avec ça, tu as tout dit. C'est tout dit.
Et encore une fois, rien que le fait que tu l'amènes, moi je vois l'entreprise de demain non plus comme des gens où il y a beaucoup de gens qui s'affairent à développer à travailler sur des systèmes, mais je vois des entreprises avec des gens qui œuvrent sur l'invisible de l'entreprise et des gens qui opèrent dans la matière quelque part. Ouais. J'ai vraiment envie de croire que c'est ça le monde de demain. En tout cas, l'une des étapes vers quelque chose de plus grand. Mais merci d'amener cette conclusion de cet invisible qui a un impact sur notre capacité à faire les choses ou pas, à accomplir nos rêves. Ouais, et comme je le dis, moi je suis cartésien, je crois ce que je vois et ce que j'expérimente, et vu que ça marche pour moi, je peux que le croire, en fait. Trop bien. Léo, il y a tous les liens de tes réseaux qui seront dans la description de cette vidéo. Merci. Je te remercie infiniment du lien qu'on partage parce que je trouve ça cool. Je l'attendais pas. Et je trouve ça trop chouette. C'est venu d'un coup comme ça fait plaisir. Exactement. Et j'ai envie de remercier Nicolas aussi. Ouais. Parce que je crois que ça a été un pont entre toi et moi, dans le sens où... De l'autorité. Ouais. Ça nous a permis de connecter. Ça a été l'icebreaker. C'est ça. Donc Nicolas, merci pour ça. Merci Nicolas. À vous tous qui avez écouté ce podcast, merci. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci tout le monde. À plus. Merci.